vous propose qu'on commence la conférence. Bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir ici à l'école 42, qu'on remercie une nouvelle fois de nous hoster, comme on dit, pour cette conférence dédiée à la data. Alors on a choisi d'inviter un panel d'invités qui, on l'imagine, représente un petit peu cette ère de la data, de la collecte de la donnée, de l'analyse de données. L'idée, c'est un petit peu de partir du buzzword du big data, qui, à notre avis, veut dire beaucoup de choses et rien en même temps. On va essayer d'affiner ensemble, et c'est pour ça qu'on a intitulé cette conférence Smart, Big, Open Data, pour essayer d'étudier ensemble un petit peu toutes les perspectives et puis la façon dont on parle de la donnée aujourd'hui. Et justement, on va le voir au travers des différents intervenants qu'on a avec nous aujourd'hui. Merci d'être là déjà à tous. D'abord, je vais vous présenter en quelques mots. Donc, tout au bout là-bas, Olivier Corradi, vous êtes cofondateur de Snips. Snips, qui est une application notamment à l'origine de Tranquillien. Vous avez travaillé avec la SNCF. C'est plutôt un joli projet pour une toute petite start-up. Tranquillien, qui permet un petit peu d'évaluer l'état finalement de ce mode de transport et de donner un service aux usagers. On verra comment vous traitez la donnée, vous, au travers de Snips. À vos côtés, Jean-Luc Bernard. Bonjour Jean-Luc, bienvenue. Arrivé de Toulouse ce matin. On est ravis que tu sois monté à Paris. Netwave qui s'adresse vraiment aux e-commerçants, qui apporte une solution justement qui affine le tracking, et on verra comment Netwave utilise justement les données pour offrir finalement un meilleur service aux e-commerçants et qui puisse augmenter évidemment leur taux de conversion. On verra avec toi juste après. À tes côtés, Damien Cudel. Bonjour Damien, merci aussi d'avoir fait le déplacement sur la conférence. Vous travaillez chez de moins loin d'ici les Moulineaux, chef de marché chez Microsoft, éditeur évidemment de solutions aussi bien connues, et on verra comment chez Microsoft vous abordez justement la donnée et vous rendez finalement vous aussi un service aux entreprises, bien évidemment. Et puis David Bessy de TinyClues, autre start-up qui a fait une belle levée de fonds d'ailleurs il y a quelques mois pour accélérer le développement de TinyClues, qui mixe aussi la data et le e-commerce, et on verra comment chez TinyClues vous travaillez justement. Avant de commencer cette conférence qui va durer jusqu'à 14h et qui évidemment est destinée aussi à prendre vos questions, j'aimerais bien savoir qui vous êtes un petit peu dans la salle, qu'on apprenne aussi à vous connaître. Je vais faire juste un petit lever de main si vous le voulez bien, pardon. Qui est étudiant chez 42 déjà? Vous êtes assez nombreux, on est ravis de vous avoir avec nous. Qui est-ce qui travaille en agence ici? Quelques-uns, bienvenue. Qui est annonceur dans la salle? 2 annonceurs au bout là-bas. Qui est entrepreneur plus largement? Et il y en a aussi. Bienvenue à vous. Pardon pour les autres catégories si je vous cite pas, c'est voilà une idée. Alors on va commencer par faire un petit tour de table. Est-ce que vous avez un micro qui se balade par là? Oui, normalement il y en a 2. Alors on va commencer, Jean-Luc, puisque tu as le micro. Quelle est aujourd'hui ta définition du big data? Puisque l'idée, c'est de casser le mythe. Alors, cassons le mythe ensemble. Alors, je ne sais pas s'il y a un mythe, il y a une réalité. Surtout, c'est effectivement une avalanche de données disponibles de plus en plus d'ailleurs sur le web, mais aussi dans d'autres environnements, les systèmes d'information des entreprises, etc. Donc, c'est une avalanche de données qui peut donner effectivement le sentiment qu'on va pouvoir, à travers ces données, donner un sens commercialement exploitable ou d'ailleurs un sens socialement exploitable. Je pense à la santé, etc., à tout ce qui traîne. Alors, c'est d'abord effectivement un tsunami, c'est-à-dire que je crois que c'est notre directeur scientifique, qui avait Jean-Pierre Mal, qui est l'ingénieur de la bande, qui avait calculé que si on mettait sur des feuillets de 21-29/7 l'ensemble des données disponibles sur le web et qu'on en faisait une pile, en fait, ça ferait 317 fois la distance de la Terre au Soleil. Donc, ce qui est quand même assez exceptionnel. Il y a quelque chose qu'on néglige dans le big data. On s'attache surtout à la volumétrie. On s'attache un peu moins à un phénomène que les Américains appellent le splinternet, qui est l'hétérogénéité des données, qui ne sont pas dans les mêmes formats, qui ne viennent pas des mêmes sources, et qui sont effectivement, qui est une source de problèmes importante quand on veut stocker, structurer des données pour les rendre exploitables. C'est un deuxième phénomène, c'est-à-dire que le phénomène de volumétrie est doublé d'un phénomène de très forte hétérogénéité des données, de leur format, de leurs sources, etc. Et puis ça va pas s'arranger avec l'Internet des objets. C'est un phénomène, avant d'être une solution, c'est d'abord avant tout un phénomène. Voilà.
On va passer le micro à Olivier. Pour toi, le big data, c'est quoi? Alors, bonjour à tous. Alors, pour le big data, j'aimerais rajouter encore une chose, en fait, qui est la vitesse de traitement des données, qui est en fait une chose très importante, et spécialement quand on va réfléchir aux objets connectés. En fait, les objets connectés vont générer énormément de données qu'il va falloir traiter en temps réel. Prenez votre montre connectée, vous allez avoir différents habits qui vont générer des données. Tout ça, en fait, sur nos téléphones, on va vouloir avoir des insights en temps réel et pouvoir prendre des décisions en temps réel. Et cette partie vitesse est en fait le troisième volet de la big data dont on n'a pas encore parlé. Et donc, va être le grand challenge pour nous tous, en fait, d'un point de vue data. Et donc, la big data, pour moi, en fait, je la vois pas forcément comme big ou petite ou moyenne. Ce qui est très important, c'est de comprendre en fait l'hétérogénéité qu'il y a dans les datas et la vitesse. Et ces deux choses-là, en fait, sont très très importantes. Du côté de chez Microsoft, comment est-ce qu'on voit le big data, qui n'est pas finalement, j'imagine, assez nouveau pour vous? Alors, pour Microsoft et pour le marché, il y a deux sujets en fait. Il y a deux points de vue. Il y a celui plutôt technique. Qu'est-ce que le big data? J'ai entendu parler des fameux V, volume, variété, vélocité. Globalement, je qualifierais ça d'horizon technologique. C'est ce qu'à un moment donné, on n'est pas en mesure de faire, de traiter avec des moyens largement déployés. Il y a 10 ans, quand je travaillais à TF1, on travaillait avec 200 gigas de vidéos. On trouvait que c'était énorme. Il fallait les analyser, faire du traitement d'images. Et on faisait déjà, alors le terme n'existait pas, mais du big data. Donc finalement, c'est un horizon technologique et comme tout horizon, vous le connaissez, vous le savez, quand vous avancez vers l'horizon, il recule. Ça veut dire qu'en fait, le sujet big data, il restera probablement d'actualité sous un autre terme, parce que d'un point de vue marketing, il aurait été usé, mais il continuera d'exister dans les années prochaines, dans les décennies qui viendront, parce qu'on aura toujours des nouvelles frontières à repousser. Ça, c'est la vision technologique. Quand on discute avec les métiers, direction fonctionnelle, les responsables d'innovation, etc., souvent, le sujet big data est vu surtout comme une ambition et un état d'esprit. L'ambition, c'est celle de tirer avantage des données, ça je vous l'explique pas, et à la limite, peu importe ça soit big, small, medium data, on s'en moque. C'est la data sous toutes ses formes qui permet de répondre à des complex queries, des questions un peu élaborées auxquelles ils n'arrivent pas à répondre aujourd'hui. Donc c'est une ambition, un état d'esprit qui est plutôt celui de l'expérimentation. Je veux pouvoir jouer avec des données, je veux pouvoir trouver des nouveaux scénarios que je ne sais pas traiter aujourd'hui. Donc d'un point de vue qui est plutôt celui de l'exploration, la data science et le data lab, un autre point de vue qui est celui des profils plus techniques, qui est celui de l'horizon technologique sous toutes ses formes. Aujourd'hui, c'est peut-être la vélocité, demain, il y aura d'autres horizons à repousser. Donc ça, c'est les deux points de vue, et j'aimerais juste faire aussi un focus sur un point en particulier, c'est qu'on a tendance à confondre big data avec analyse prédictive, deux sujets très différents. Vous avez entendu probablement dans le Times il y a quelque temps un article sur Nate Silver qui avait prédit les élections américaines et qui a fait d'autres prédictions. Si vous vous intéressez aux données qu'il a utilisées, et tout le monde avait appelé ça, grâce au big data, on prédit les élections. On a dit la même chose sur les Oscars aussi. Hein, exactement. Et si vous regardez le jeu de données qu'a utilisé Nate, en fait, c'est un jeu de données qui tient sur alors vous connaissez plus ça ici, je pense, une disquette 5 pouces 1 quart. Donc, en gros, c'est rien du tout. Il n'y a pas beaucoup de data. On peut pas parler de big data. Certes, les algorithmes qui sont mis dessus sont élaborés, mais c'est pas du big data. Récemment, Le Monde publie un article en disant, pour définir les régions françaises, vous savez que c'est un sujet d'actualité là pour faire le découpage des régions. Donc, ça s'appelle Regionator 3000, je crois, c'est Data Publica qui produit ça. Grâce au big data, on peut faire des régions qui sont rationnellement bien pensées. On regarde le jeu de données, ça tient sur 2 disquettes. Voilà, donc c'est pas du big data du tout. Donc deux sujets, les questions que vous posez, le machine learning, c'est une chose par exemple, on en parlera j'imagine, et big data, l'horizon technologique et l'ambition qu'on se donne dessus. Alors du côté de TinyClues, David, toi tu sors d'une formation au CNRS. Alors première question, c'est comment on parle de big data au CNRS? Quelle est l'approche? Quel souvenir tu en as? Et ta propre définition à toi. Alors moi, quand j'étais au CNRS, je faisais des maths pures en fait. Donc je parlais pas de big data et je crois que le mot à l'époque n'existait pas. Quand j'ai créé TinyClues, je crois que le mot n'existait pas. En tout cas, il n'était pas remonté jusqu'à mes oreilles. Et je suis assez d'accord avec cette distinction entre big data et analyse prédictive, mais j'ai tendance à dire que le mot de big data est pas le bon en fait. C'est pas ça qui est intéressant. C'est un joli mot, ça fait un joli hashtag, et c'est vrai que tout le monde se sent obligé de l'utiliser parce que c'est un mot tellement simple et tellement expressif. L'erreur, c'est que ça pointe vers la mauvaise métaphore, celle de la quantité, celle de la volumétrie. En fait, cet enjeu, il est dans beaucoup d'applications déjà dépassées. On parle des données du e-commerce et de leur complexité, mais la plupart des données, même des gros e-commerçants, tiennent sur des clés USB en fait. Donc la taille compte, mais ce qui compte c'est comment on s'en sert. Et ça, c'est
Du coup, peut-être que la bonne définition de Big Data, c'est le désir de faire des choses intelligentes avec les données et de dépasser les règles de décision, les règles de management et de stratégie basées sur l'intuition individuelle, les remplacer par des choses qui vont être générées par les données. L'exemple le plus concret, c'est quand on fait du marketing. Mais avant, il y avait des catégories, des concepts marketing comme la ménagère de moins de 50 ans. Ça, c'est pas un concept Big Data, ça c'est un préjugé social. Et la mauvaise métaphore du Big Data serait de penser qu'on va remplacer ça par la ménagère de moins de 48 ans et demi qui habite dans tel code postal et tel code postal. En fait, non, on remplace ça par des règles où c'est des algos qui vont prendre des décisions, qui vont apprendre les vraies catégories sociales. Donc c'est avant tout un changement des modes de décision. Alors, si on s'arrête à TinyClues en 2 mots, qu'est-ce que c'est TinyClues et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ouais. Donc TinyClues est une boîte de technologie. On fournit une plateforme SaaS qui permet aux e-commerçants et aux gens qui font du marketing de cibler intelligemment quand ils veulent communiquer auprès de leurs clients. Donc quand on s'est lancé là-dessus, oui, il y avait une problématique de volumétrie de données. Il faut l'adresser. Donc on a conçu une plateforme cloud structurée avec des enjeux de sécurité, des enjeux de distribution, etc. Mais ce qui est important, c'était d'aller jusqu'aux règles de décision. C'est pour être conforme à ce que j'ai dit juste avant, justement. Je pense que si on reste à la capacité de traiter les grands volumes de données, même si on reste à la capacité de faire des algos de machine learning, et les algos de machine learning ont beaucoup de valeur ajoutée, le problème c'est qu'ils s'intègrent rarement dans les processus de décision des boîtes. Donc nous, on a décidé de packager ça dans des apps super simples à utiliser pour l'utilisateur final. En quelques clics, je peux cibler ma campagne. Donc ça veut dire que concrètement, un BDM, un Business Decision Maker, peut utiliser votre solution? Oui, bien sûr, c'est conçu pour des gens qui sont responsables de campagnes marketing et en quelques minutes, en quelques clics, ils vont trouver les réponses utilisant des algos super sophistiqués, mais n'ayant pas besoin de comprendre comment ces algos marchent. Quel type de données vous analysez chez TinyClues, en tout cas vous manipulez entre guillemets? Alors, on travaille dans les datasets de nos clients. Donc, nos clients, ça va être des grands e-commerçants comme Price Minister, Cdiscount, des gens comme ça. Donc, dans leur base de données, ils ont une base de données utilisateur qui peut avoir des dizaines et des dizaines de millions de gens. Ils ont un historique d'achat, ils ont un historique de navigation sur leur site. L'intuition du marketeur, c'est que forcément, toutes ces données ont une valeur importante pour comprendre ce qui s'est passé dans la base, pour comprendre les produits, comprendre les gens, et donc prédire ce qui va se passer. À nous, on leur permet de réaliser cette intuition, en fait. Les chiffres à date de TinyClues, c'est quoi? Combien de clients? Alors, on a aujourd'hui une bonne quinzaine de clients. Donc, les plus gros vont avoir 20 millions de personnes dans leur base de données. Les plus petits vont avoir quelques dizaines de milliers de personnes dans leur base de données. Ça accélère assez vite. On a levé des fonds donc il y a 6 mois, et ce qui nous permet de passer à l'échelle commercialement. Vous allez rester focus sur le e-commerce, ou est-ce que vous avez vocation à diversifier votre portfolio de clients? C'est dur quand on est dans une jeune start-up de voir très très loin, parce qu'il faut être un peu opportuniste et savoir changer d'avis. J'arrive à voir à 6-12 mois, et là je vois toujours un gros focus sur le e-commerce et le marketing digital. Et peut-être le retail. Mais si on veut vraiment tirer profit du big data, on peut pas il y a plein de choses génériques dans ce qu'on fait. Il va y avoir la façon dont on traite les données, les algos, etc. Mais si on veut créer de la valeur, il faut suivre la chaîne de valeur jusqu'aux enjeux opérationnels des clients. Et c'est ça qui justifie de se focaliser sur un secteur économique donné. On va passer la parole à Snips, justement, pour rester un petit peu sur l'utilisation de la data par des startups. Donc Snip, on l'a dit, c'est une startup qui utilise aussi les données, qui s'en sert. Votre rêve, c'est de faire que des smart cities, en gros, si je résume, puisque vous vous intéressez justement à la donnée rendue directement aux administrés, entre guillemets. Alors notre vision et notre objectif, c'est de rendre la vie quotidienne, en fait, la plus intelligente possible. Donc ça va passer par les smart cities, et au sens plus large, en fait, c'est la vie connectée. Donc on va regarder dans un futur proche comment est-ce que toute la vie connectée va nous permettre de prendre des meilleures décisions au quotidien et va nous permettre de vivre plus simplement. Donc on veut pas non plus prendre toutes les décisions à la place de l'utilisateur, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des limites et c'est pas du tout l'objectif. Par contre, on va regarder à des problèmes du quotidien qu'on va avoir, et c'est comme ça que, par exemple, est émergée l'idée de Tranquillien, qui prédit l'affluence dans les transports. Donc, on s'est rendu compte que
les infrastructures saturent, vous prenez les infrastructures énergétiques ou par exemple des transports, il y a une saturation avec l'augmentation de la population et il y a des coûts énormes par rapport aux infrastructures. Et donc on s'est dit, si jamais on arrive à expliquer aux gens qu'il y a un pic d'affluence à certains moments et que ces personnes peuvent prendre des décisions par rapport à ces pics d'affluence, on va pouvoir avoir un meilleur confort au quotidien et on va pouvoir réduire les coûts d'infrastructure. Alors comment ça marche concrètement ? Donc concrètement, on récupère de l'information qui est de l'open data. Donc par exemple, on va récupérer toutes les topologies des réseaux ferrés. Donc ça, c'est open data. On a la data privée qui vient de la SNCF, qui sont des données de comptage, et on a des données en fait crowdsourcées où les utilisateurs vont faire des check-in et nous reporter en fait si jamais un train est plein ou vide. Et on a des modèles de machine learning derrière qui en fait font des prédictions jusqu'à 3 jours dans le futur pour savoir s'il y a plus ou moins de personnes dans le train à un moment donné. Donc tout ça, c'est packagé sous forme d'une application. Et cette application, vous pouvez la télécharger et la tester. Donc concrètement, il a fallu une relation de confiance avec la SNCF, puisqu'elle vous a quand même un peu ouvert le cœur de ces données, finalement. Alors en fait, tout a commencé avec un hackathon. En fait, donc c'est un événement qui se déroule sur un week-end où des développeurs vont être dans une équipe avec des personnes du métier, donc de la SNCF. Et on va essayer, donc ils nous ouvrent un jeu de données et on va essayer de travailler avec eux pour développer des usages. Et donc c'est comme ça qu'est née la première version de Tranquillien, il y a 1 an et demi ou 2 ans si je me trompe. Et donc on a développé cette application avec eux, donc dans toute la partie Open Innovation qui est en train de se démocratiser beaucoup plus, où des sociétés comme la SNCF se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément les compétences ou l'agilité en interne pour développer ce genre d'application. Et donc vont faire appel à des personnes en fait qui sont passionnées par la data et qui eux vont pouvoir par leur passion en fait faire quelque chose d'intéressant avec les données. Juste, je reste sur ce moment du début de cette relation avec la SNCF. Quel était le discours de la SNCF ? Que vous ont-ils dit ? Est-ce qu'ils vous ont dit voilà, on a une masse quantifiée de données, faites essayez de faire ce que vous voulez avec, aidez-nous, c'est ça ? Parce qu'en interne, ils n'avaient pas les ressources. C'est exactement ça. Au final, ils avaient une quantité de données et donc ils ont organisé un événement pour valoriser ces données. Et c'est là où plusieurs équipes se sont affrontées, dont une équipe qui a créé Tranquillien. Et aujourd'hui, Tranquillien est utilisé. Vous avez des chiffres à nous donner par combien d'usagers au total ? On est donc on n'a pas une masse critique énorme. On est sur la dizaine de milliers d'utilisateurs, mais on est uniquement en région parisienne. Ce qui nous intéresse vraiment, en fait, c'est d'avoir expérimenté avec cette technologie, de voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin avec ça. Et donc, on est en train de développer là une nouvelle application. Je peux vous en dire un tout petit peu plus. Et donc, l'application se baserait sur le contexte actuel de la personne pour proposer des services adaptés. Par exemple, on va détecter que vous êtes en train que vous allez partir au boulot dans 5-10 minutes, qu'il fait beau dehors. On va faire une prédiction, par exemple, des stations de Vélib. On va détecter qu'il y a un Vélib de disponible. Et on va vous proposer, par exemple, de prendre le Vélib pour aller au travail. Ce genre de technologie prédictive, en fait, un peu comme Google a fait avec Google Now, on souhaiterait le pousser, mais bien plus loin, en fait. Donc vous êtes vraiment sur la techno prédictive. Concrètement, si on parlait machine learning, data mining, quel mot vous mettez derrière votre techno ? Alors nous, on appelle ça la modélisation contextuelle parce qu'on va se baser énormément sur le contexte d'une personne. Alors il faut comprendre en fait comment est-ce que nous, chez Snips, on voit la ville. Parce qu'on voit ça vraiment comme une superposition de couches de données. On va avoir la partie topologique qui va nous dire il y a une adresse ici avec une latitude-longitude, avec telle station de métro à côté. On va rajouter la couche, par exemple, de la météo par-dessus. On va rajouter la couche des flux, donc des flux d'énergie, par exemple, ou des flux de personnes. Et tout ça va pouvoir nous donner un contexte précis à un moment donné. Donc on va pouvoir dire telle personne est proche d'un métro, donc elle va sûrement faire telle action. Et donc c'est cette partie-là. Ce sont des scénarios que vous établissez en fait concrètement, c'est ça ? Voilà, c'est à peu près ça, oui. Donc on va faire du machine learning prédictif en fait basé sur le contexte de la personne plus qu'une observation historique dans le passé. On se base énormément sur le contexte. Vos données, elles proviennent essentiellement du mobile, non ? Oui, c'est ça, oui. Essentiellement, ouais. Oui. Pas du tout sur la partie cookies web comme plutôt. Voilà, c'est ça. Donc nous, on va se baser énormément sur le monde physique en fait. Donc c'est des observations de vos déplacements qui sont données d'ailleurs en opt-in. Donc on va pas par défaut vous traquer. On va juste, on va expliquer à la personne et on va lui donner la possibilité de contribuer pour avoir des meilleures prédictions. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire nos prédictions. Ouais. Et à contrario, chez NetWave, que tu diriges, Jean-Luc, là c'est plutôt complètement web, purement web.
et ça s'adresse aussi aux e-commerçants. Il y a peut-être des choses à faire d'ailleurs avec TinyClues, du coup. On est très très proche de TinyClues, tant par la taille que par la cible. La différence qu'on a avec eux, c'est que TinyClues travaille en vue d'organiser des campagnes sur des clients, sur lesquels les clients de TinyClues mettent des données à disposition, alors que nous on travaille sur des visiteurs, c'est-à-dire sur le site web. Donc par hypothèse même, dans 99% des cas, des personnes non identifiées sur lesquelles nous ne disposons d'aucune donnée quand ils se connectent, et sur lesquelles le challenge est d'aller essayer de cerner quel est ce que nous appelons leur situation. C'est un concept de psychologie cognitive, c'est-à-dire leurs attentes, leurs comportements prévisibles, etc. sur la base de signaux faibles. Donc il y a des algorithmes également très 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 complexes derrière pour pouvoir interagir en temps réel avec eux. Donc il y a deux technologies. Il y a une technologie effectivement de traitement de l'information, et je rejoins David sur ce qu'il disait. Le problème, c'est pas la volumétrie de données, c'est de savoir lesquelles on va qualifier pour être exploitées, et la vitesse et les algorithmes qui seront derrière pour en faire quelque chose. Donc ça, c'est la première partie de traitement de l'information, où là on travaille sur ce que la psychologie cognitive appelle des signaux faibles. Finalement, ce que fait le vendeur en magasin. Quand on rentre dans un magasin, un vendeur ne vous connaît pas, il ne sait pas comment vous vous appelez, il ne sait pas si vous êtes marié ou célibataire, si vous avez des enfants, si vous n'en avez pas. Et pourtant, en observant quelques éléments, l'heure à laquelle vous arrivez, de contexte, la navigation que vous avez dans les rayons, quel type de produit vous allez voir, quel niveau de prix, etc., la façon dont vous êtes habillé éventuellement, il va pouvoir interagir avec vous, en acceptant d'ailleurs, et ça aussi c'est un des grands principes de la psychologie cognitive, c'est quand on travaille en temps réel, on peut se permettre l'erreur quand le risque d'erreur unitaire n'est pas immédiatement létal pour l'individu ou l'organisation, puisque l'erreur fait partie d'un process itératif d'acquisition de certitude. Donc ça permet effectivement d'interagir très rapidement, de voir la lueur de compréhension ou d'incompréhension dans le regard du client, et éventuellement on fait la même chose sur le net. Ça veut dire que comme vous intégrez, vous, une certaine marge d'erreur dans mais non seulement on l'intègre, mais il y a sans erreur, il y a pas de process intellectuel, il n'y a pas de process cognitif possible sans erreur. L'une des fascinations du big data, qui est le stockage des données à l'infini, repose aussi sur une erreur fondamentale. Le cerveau humain ne fonctionne que parce que nous avons une capacité d'oubli. Il n'est pas possible à un moment donné de conserver une pertinence forte à des données qui sont trop anciennes. La capacité d'oubli fait partie. On oublie également certaines choses. Volontairement, on oublie certaines choses pour avoir... les spécialistes de la psychologie cognitive parlent de sérendipité, c'est-à-dire de capacité à observer les choses sans a priori pour en tirer une connaissance. Si vous arrivez avec des schémas préformatés dans votre tête, vous ne sortirez que ce que vous avez préparamétré. Vous ne sortirez pas ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a de, etc. Donc ça, c'est la première partie de la technologie. La deuxième partie, c'est une technologie de système expert, là aussi plutôt très novatrice, puisque elle ne repose sur aucune modélisation préalable. Elle repose sur la capacité à reproduire ce qui a déjà marché sur les gens dans la même situation. C'est ce qu'on appelle l'induction. C'est là aussi ce qui fait 99% de nos décisions quotidiennes sont prises par induction. Vous êtes porte-maillot un soir d'hiver, il pleut, il est 17h, donc il fait nuit, le feu piéton est au rouge et vous êtes pressé, vous avez besoin de traverser. Vous n'avez pas un ordinateur en tête qui calcule la résistance au sol, la masse de chacun des véhicules qui arrivent, etc. Vous avez déjà vécu ce genre de situation. Vous savez que vous pouvez passer, vous passez. Vous savez que vous ne pouvez pas passer, vous ne passez pas. Et la situation de l'individu est déterminante. Vous êtes en pleine forme à 25 ans, vous allez passer. Vous êtes vieux, vous avez 70 ans et vous avez une canne, vous n'allez pas passer. Donc il y a vraiment une liaison entre les deux. La situation, et donc la technologie s'appelle l'analyse situationnelle inductive. Voilà. Et ça permet donc, ce que fait TinyClues sur des campagnes marketing, on le fait en temps réel sur le site, d'intervenir en temps réel dans une espèce de dialogue interactif avec le client. On le pousse d'ailleurs vers le dialogue interactif, puisqu'on va intégrer des capacités de négociation en temps réel dans notre application. Pour l'instant, on est sur la recommandation produit, le cross-selling, l'affichage des displays d'autopromotion sur le site, qui sont toujours calculés en fonction de ce qui a déjà bien marché sur les gens qui étaient dans la même situation. Votre solution que j'ai vue il y a quelques mois à Toulouse, que je suis venue voir, elle agit en temps réel en fonction du comportement finalement de l'internaute, c'est ça ?
Totalement, et sans a priori surtout. Je crois que ce qui est très important, c'est de pas partir avec des a priori. Quand on a branché, on a les mêmes clients, Cdiscount, rue du Commerce, etc. Quand on a branché l'application le 1er novembre chez Cdiscount, on a constaté au bout d'un mois qu'en 30 jours, l'application avait généré 70 000 types d'interactions différents. Alors on avait la discussion tout à l'heure, pour être très honnête, il y en avait 3000 qui devaient couvrir 98% du trafic, mais 3000, où est-ce qu'il y a une équipe marketing chez un e-marchand aujourd'hui en France capable d'imaginer 3000 scénarios? Et le plus intéressant, c'est pas ça, c'était ce qui s'est passé en décembre, puisque l'application toute seule a changé 15% des types d'interactions qui avaient été définis par elle-même, en reproduction de ce qui avait déjà le mieux marché sur les gens dans la même situation. Pourquoi? Parce que les comportements des gens changent. Plus vous vous rapprochez du 25 décembre, moins la sensibilité au prix est forte, plus la sensibilité au délai de livraison est forte. Donc même sur les 3000 du cœur, 15%, ça fait 450 types d'un scénario d'interaction. Où est-ce qu'il y a une équipe marketing qui est assez nombreuse en France pour en 15 jours imaginer, tester, mettre en ligne et maintenir 450 scénarios d'interaction? Aucune. Donc je crois qu'effectivement, la volumétrie de données qu'on a aujourd'hui nécessite, ce que disait aussi David tout à l'heure, finalement ça s'inscrit, de déléguer de plus en plus à des algorithmes, à des processeurs d'intelligence artificielle, une partie des décisions qu'on n'est plus capable de prendre en temps réel ou dans les délais voulus par la compétition. Il y a une 60aine de personnes, je crois, chez NetWave, c'est ça? Ah non, beaucoup moins, on est une vingtaine. Ah, une vingtaine. Une vingtaine. Je pensais que ça avait grandi. Mais je te remercie de nous donner une telle croissance. On se revoit l'an prochain à la même époque et j'espère qu'on se sera approché des 60. Une vingtaine, et c'est déjà pas mal. Quels sont les profils chez vous? Est-ce qu'il y a des psychologues? Est-ce qu'il y a des mathématiciens? Alors, il y a un profil qui est central chez nous, c'est celui qui a inventé cette technologie, Jean-Pierre Mal, qui est notre directeur scientifique, qui est un mathématicien, qui sort de Centrale, comme mon voisin de droite, qui a pas du tout la même génération, il doit avoir 35 ans de plus, et qui a créé sa start-up à 55 ans, et on s'est rapprochés depuis. Donc, essentiellement des mathématiciens, des ingénieurs temps réel. J'avoue que l'implantation originelle de l'entreprise, on est à Paris et à Toulouse, mais l'implantation originelle à Toulouse nous a beaucoup servi sur le temps réel. Il y a beaucoup d'aéronautique et donc d'informatique embarquée à Toulouse, et dans l'informatique embarquée, le temps réel est quelque chose de très important. Donc, on a des ingénieurs temps réel, et on a quelques ingénieurs web, mais classiques, quoi, des gens qui savent faire du Java, mais les profils essentiels sont des profils effectivement d'ingénieurs plutôt 18 en maths en 5e année d'ingénieurs, ou des ingénieurs temps réel. C'est essentiellement les profils que nous recrutons au niveau de ce qui est la R&D. Pour parler ROI et résultats, quel est le taux de conversion observé grâce à la solution que vous développez? Alors c'est très très variable selon le niveau de maturité des e-marchands. Je vous donne un exemple, même si je peux pas citer les chiffres contractuellement, mais chez Cdiscount, vous avez 4 personnes qui s'occupent tous les jours de l'optimisation de la homepage. Autant vous dire que par rapport à un site moyen qui fait 4 millions d'euros, où il y a un mec qui s'occupe de tout le site, le résultat est pas le même. Donc on a des fourchettes qui vont on va dire de 2% d'incrément. Imaginons que ce soit Cdiscount, 2% d'incrément, ça fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus. J'avais calculé une fois qu'un 2% d'incrément chez Cdiscount, ça multipliait par 5 leur EBITDA, ce qui est pas mal quand même. Et quand on connaît le problème de rentabilité des sites marchands, on sent que c'est sensible. Et on monte à des maximums de 16-17%. Alors, quand je dis des maximums 16-17%, c'est il faut le regarder sur des périodes longues, sur des sites moins volumétriques, sur une période courte, vous avez des anomalies statistiques qui peuvent effectivement pénaliser. Si vous le regardez sur un an, en moyenne, sur la moyenne de notre parc installé, on est en chiffre d'affaires par visite, c'est-à-dire taux de conversion plus augmentation du panier moyen, puisqu'on sait calculer par exemple la sensibilité d'une personne à la promotion. Est-ce que 10% de promo suffit, ou est-ce que il faut aller jusqu'à 20% ou 30%? Donc on sait protéger la marge de nos clients finalement. On arrive à 12% d'augmentation du chiffre d'affaires par visite en moyenne sur l'ensemble de notre parc installé. Dernière question là sur la solution. Est-ce que c'est compatible avec des solutions plus classiques, type A/B testing par exemple? Vous savez, cette méthode qui consiste à changer une couleur ou un petit détail de la homepage pour. Oui, mais comment dire? Le premier jour des soldes, la première matinée des soldes sur Cdiscount, on a traité plus d'1 million de connexions, de visites. On a généré entre 20 et 25 millions de web services et une dizaine de millions d'interactions personnalisées. On peut faire de l'A/B testing,
Mais quand on est face à une telle volumétrie, à une telle pression concurrentielle qui impose d'aller vite, à un moment donné, l'A/B testing va être limité par la capacité des individus à venir paramétrer les conditions d'un A/B test, etc. Donc je crois que cette notion de délégation à des processeurs, à des algorithmes, est quelque chose aujourd'hui qui permet non pas à l'être humain d'être éliminé, mais de se concentrer sur le plus important, la stratégie. L'A/B testing, c'est bien, mais l'A/B testing permanent, sur des milliers de variables, il n'y a aucune équipe marketing chez un seul e-marchand au monde qui est en mesure de le mettre en place. Donc oui, l'A/B testing, on en fait sans arrêt finalement, mais ça c'est délégué à des algorithmes aujourd'hui. Alors, un petit mot avec toi, Damien. Chez Microsoft, comment est-ce qu'on aborde aujourd'hui cette notion de service d'analyse, de collecte de données? En gros, quel est le panorama de l'offre Microsoft là-dessus? Donc le panorama de l'offre chez Microsoft sur le domaine, il est relativement clair. Notre objectif, c'est de diffuser la culture de la donnée dans l'entreprise. J'ai pas dit big data, c'est la donnée au sens large. Ce qui suppose donc de mettre à disposition des entreprises des plateformes qui leur permettent de faire deux choses. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'horizon technologique et d'expérimentation. Donc c'est de permettre aux entreprises d'expérimenter et de réussir leurs expérimentations big data rapidement. Donc ça veut dire quoi? Provisionner des environnements, par exemple dans le cloud, avec Microsoft Azure dans notre cas, qui permettent en quelques minutes d'avoir un environnement, pardonnez-moi pour les aspects techniques, mais Hadoop provisionné donc en quelques minutes, vous le payez à l'usage, et on fait des démonstrations où on fait travailler un cluster Hadoop pendant 1 heure, il y a 5 nœuds qui travaillent, et on fait payer ça 58 centimes d'euros. Donc quand on parle d'expérimentation, d'innovation, finalement innover c'est accepter de se tromper. À 58 centimes d'euros, je crois qu'on peut réessayer. Et donc une fois que ces expérimentations sont réussies, toute la problématique des entreprises, c'est de dire comment je passe à l'échelle, comment j'industrialise. Très bien, les métiers ont trouvé un scénario, mais la question qu'elles vont se poser derrière, c'est comment mon IT va pouvoir opérer ce nouveau service et passer à l'échelle. Et donc là, il faut aussi des solutions qui vont justement être déjà maîtrisées par l'entreprise. Donc typiquement, on a des environnements qui sont Windows Server, SQL Server, et pas que le SQL Server que vous connaissez, mais un SQL Server massivement parallèle qui permet de gérer plusieurs pétaoctets de données qui peuvent être mis à disposition des entreprises, et les entreprises vont se retrouver dans un environnement familier. Donc si on regarde l'offre Microsoft, on va trouver toute l'infrastructure qui permet de gérer soit dans le cloud, soit on-premise, dans vos data centers, des gros volumes de données, qu'elles soient structurées ou pas. Donc j'entends par là des bases de données relationnelles, certes, mais aussi Hadoop. Vous ne savez peut-être pas, mais Microsoft a contribué en tant que codeur, c'est-à-dire ce sont des ingénieurs, des équipes produits de Microsoft qui ont contribué à la dernière version d'Hadoop, la version Hadoop 2.4. Et si aujourd'hui la couche relationnelle d'Hadoop voit ses performances multipliées par 40 ou 100 selon les sources, c'est notamment parce que les ingénieurs Microsoft ont contribué à ce code-là. Pour ceux que ça intéresse, on reçoit dans nos locaux le HUG, le Hadoop User Group, fin juin, le 30 juin. Et donc ils auront un live meeting en direct avec un ingénieur de Microsoft qui a contribué à ce code. Donc vous êtes les bienvenus, venez chez Microsoft le 30 juin, c'est ouvert au public, et vous verrez donc les ingénieurs qui ont produit ce code. Donc on intègre Hadoop soit on-premise ou Hadoop dans le cloud. On a laissé solutions de stockage de données, et puis derrière on a annoncé pas plus tard qu'hier soir aux États-Unis la mise à disposition d'une plateforme de machine learning as a service. Donc je vous invite aussi, si vous êtes intéressé par ces sujets-là, aller sur www.azure.com/ml comme machine learning. Et là, vous pouvez donc créer un environnement dans lequel vous allez pouvoir essayer et découvrir les algorithmes de machine learning qui sont mis à disposition par Microsoft avec vos données. Et dernière couche qui est importante, c'est bien entendu la restitution, parce qu'on parle beaucoup de stockage, etc. Mais à la fin, on veut répondre aux problématiques d'un utilisateur, d'un métier, et donc il faut lui permettre d'accéder à ces données dans un environnement qui lui est familier. Et typiquement, chez Microsoft, dès lors qu'on parle de data, vous connaissez tous Excel. Donc l'investissement que fait Microsoft, c'est de dire Excel est l'outil naturel de la BI dans l'entreprise. C'est donc dans Excel qu'on investit aujourd'hui pour faire la data visualisation avancée, intégrer des ETL par exemple, ou faire de la modélisation in-memory. Donc vous trouvez tout ça aujourd'hui déjà dans Excel, et on veut s'assurer que l'utilisateur final pourra au travers de ces outils accéder à cette plateforme Big Data. Donc toute la partie stockage, la partie machine learning, la partie visualisation font partie de l'offre aujourd'hui
aujourd'hui Microsoft. Et ce qui me paraît important, c'est que, et ce que j'apprécie dans ce que j'entends là, c'est que Big Data, souvent, ça résonne comme big investissement dans l'esprit des entreprises. Je pense que c'est une erreur. Big Data, ça s'adresse à tout le monde, à toutes les tailles d'entreprise. On a un client qui nous fait assez plaisir dans ce domaine qui s'appelle Addictiz. Addictiz, un spécialiste du jeu, du jeu sur téléphone mobile. Donc vous connaissez peut-être Paf le chien. C'est typiquement et les conces pigeons, je n'osais pas le dire, mais effectivement ils le font aussi. Et donc cette entreprise, cette start-up, je crois qu'ils sont 8 personnes, s'appuie en fait sur les solutions cloud proposées par Microsoft et une distribution Hadoop proposée par Microsoft, totalement open source, pour pouvoir faire tourner son business, donc évaluer la lifetime value de ses clients et être capable de faire la segmentation sur ces clients-là, par exemple, ou déterminer quel est le niveau d'agacement qu'il faut générer chez un utilisateur pour qu'il passe d'une offre, comme on est sur du freemium, qu'il ait envie d'investir sur des options payantes cette fois-ci. Donc c'est typiquement ce qu'on cherche à faire, démocratiser l'accès au big data. En préparant la table ronde avec vous, on avait évoqué un client de Microsoft qui s'appelle GRT Gaz. Est-ce qu'on peut revenir sur ce use case, entre guillemets, ce use case? Comment vous travaillez avec eux sur la data, justement? Alors, GRT Gaz, c'est typiquement l'exemple de client qui a eu une approche un peu technologique du sujet. Alors, au départ, ils avaient une obligation réglementaire. GRT Gaz, leur job, c'est d'acheminer le gaz sur le réseau français. Et pour ce faire, ils ont une obligation réglementaire, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de perte de gaz. Alors, c'est pas forcément des fuites de gaz sur le réseau, mais il y a un certain nombre de compteurs qui sont distribués sur l'ensemble du territoire. Et l'un des challenges, c'est que ces compteurs peuvent être en panne, peuvent être défectueux, peuvent être mal lus, peuvent être perturbés par la température, etc. Et donc, quand on fait le bilan de ce qu'on a injecté dans le réseau et de ce qui sort du réseau, il y a des écarts. Et la réglementation impose à GRT Gaz de limiter cet écart à une certaine valeur. Et s'ils ne font pas, ils payent des pénalités. Donc, eux, ils ont une obligation, finalement, de s'intéresser au sujet et de le traiter. Tout à l'heure, je disais, le big data, c'est une ambition. C'est choisi et pas subi. Là, en l'occurrence, pour eux, c'est subi. Et donc, ce qu'ils ont décidé de faire, alors jusqu'à présent, quand il y avait une fuite, ils le détectaient une fois, je crois que c'était une fois par semaine qu'ils détectaient ça, une fois par mois. Et donc, ils envoyaient sur l'ensemble du territoire français leurs équipes analyser les différents compteurs pour déterminer où la fuite, entre guillemets, où le problème de mesure pouvait avoir eu lieu. Ce qui nécessitait d'abord de détecter trop tard, on détectait trop tard le problème et d'envoyer énormément de monde sur le terrain pour essayer de comprendre le problème. Donc aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils prélèvent de façon quotidienne ces informations sur les compteurs, de façon à donc identifier au plus tôt cette fuite ou ce problème sur un compteur, et ils sont capables d'envoyer donc seules les équipes concernées qui sont positionnées dans le secteur. Donc ils gagnent en termes d'efficience. Et eux se retrouvent dans une situation où de quelques centaines de gigas, ils se retrouvent à plusieurs téras, voire dizaines de téras de données analysées, et leur mission c'est d'augmenter la fréquence d'échantillonnage. Donc ça, c'est un exemple effectivement d'un grand compte. Et là, on est vraiment dans le domaine d'un projet IT. Hein. On n'est pas du tout dans le domaine de l'exploration de données. C'est un sujet qu'on évoquait, où on a une banque qui n'est pas une banque française, par exemple. Et ça, je trouve ça assez instructif, qui a décidé, donc les métiers ont décidé d'investir sur une infrastructure assez massive, 200 serveurs, sans le dire à leur IT. Donc quelque part, c'est assez instructif parce que voilà, des métiers, ça nous enseigne 3 choses. Donc les métiers ont un intérêt pour le sujet, de l'analyse de la donnée. 2, ils ont l'argent, ils sont capables d'investir. 3, ils veulent pas le faire avec l'IT, c'est que manifestement, ils estiment que les équipes informatiques ne répondent pas à leurs besoins. Et quand on parle de big data aux directions métiers, souvent ils disent c'est disruptif, c'est autre chose que ce qu'on m'a toujours proposé. Donc venez pas avec des solutions dont j'ai déjà entendu parler, forcément vous êtes à côté du sujet si vous me parlez de solutions que je connais, de BI, etc. BI, Business Intelligence. Business Intelligence, exactement. Donc là, c'est un autre cas de figure d'une entreprise qui se dit, il y a quelque chose à faire, je veux le faire, je veux investir, et je vais le faire avec l'extérieur. Donc c'est un des enjeux que j'évoquais tout à l'heure, c'est comment on rattrape, entre guillemets, ces métiers, on leur dit, vous pouvez faire la même chose chez vous, et on vous donne les moyens de réussir. Je te voyais sourire, David, quand Damien évoque justement cette... ce petit quiproquo finalement entre certains métiers un peu traditionnels et puis aujourd'hui finalement la démocratisation, si on en marche un petit peu en cours. C'est un sujet fascinant en fait. Nous on a décidé très tôt de faire un produit pour les équipes marketing. Donc c'est aux gens du marketing qu'on parle, c'est eux qu'on convainc, on leur fait des démos et ils ont envie d'avoir ça.
Et je pense que si on s'était adressé aux directions IT, on y serait encore en fait. Ça c'est intéressant, je pense, pour les étudiants qui sont ici aussi, de se demander ce que devient le métier de l'IT quand il y a, pour le coup, deux innovations. D'un côté la problématique data, de l'autre côté la problématique de cloud. Et c'est ces deux trucs ensemble qui font que des petites boîtes peuvent arriver à faire des produits nouveaux qui vont s'insérer en quelques clics, en quelques jours ou en quelques minutes parfois dans des opérations de très très grands comptes qui peuvent avoir des centaines de personnes en IT mais qui savent pas le faire en interne. Ça c'est une révolution assez fascinante quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, l'enjeu, un des enjeux de la data, c'est la restitution. On l'a bien vu. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans différents métiers ou corps de métier, je me sers d'une application qui va finalement agréger tout ça. Quels sont les profils justement clés dans cette chaîne de restitution, dans l'analyse finalement, l'analyse et la restitution de la donnée pour vous? On va faire un petit tour de table. Alors les profils au sens de personnes ou de... Oui, l'opérationnel concret. En fait, pour fabriquer un produit data, il faut vraiment raisonner en termes de développement produit, de product development. Et il faut packager les choses jusqu'au bout. C'est-à-dire sinon on se retrouve avec effectivement des trucs de BI, on peut faire des tableaux croisés dynamiques dans tous les sens, mais on ne sait pas quoi faire. Donc je crois que c'est là que l'innovation se concentre du point de vue produit. Il faut savoir exactement quel est le problème métier qu'on résout, et c'est ça qui va déterminer ce qui va être montré, ce qui va être caché, ce qui va être rendu explicite, ce qui va être simplifié. C'est un travail pour lequel il n'y a pas de formation. Collectif quand même, parce que j'imagine que quand on part un petit peu d'un audit, comme chez Microsoft par exemple, ou même chez NetWave vis-à-vis de vos clients e-commerce, on se dit alors qu'est-ce que vous avez à me donner en gros comme matière? Est-ce que quel type de réaction vous avez justement par rapport à vos interlocuteurs? Ah bah oui, alors j'ai telle donnée, mais je sais pas si elles vont être utiles. J'ai des tableaux Excel et des bases de données déjà que je stocke depuis des années, mais est-ce que ça va vraiment vous être là aussi utile? Est-ce qu'il y a des questions vraiment de cet ordre-là aujourd'hui, de savoir quel type de données finalement on ouvre? Il y a deux questions. Il y a la première question qui était sur le profil, donc je peux peut-être essayer d'apporter un élément de réponse. Oui, sur le profil, tirer de l'expérience qu'a Microsoft, parce que nous-mêmes on pratique entre guillemets et on manipule des volumes de données importants. Si je parle de Bing, on a un index de 180 pétas et on doit vous répondre en l'analysant rapidement. Sur les 200 milliards de messages qui sont échangés chaque jour dans le monde, il y en a à peu près 4 milliards qui passent sur nos plateformes et on fait de l'analyse anti-spam. Vous regardez Kinect est issu de techniques de type machine learning issues de Mess Research, où récemment vous avez entendu dans Skype la possibilité pour deux personnes de pouvoir échanger dans des langues différentes. Donc vous aviez une personne qui parlait en allemand, une autre qui entendait le même discours mais en chinois. Tout ça c'est issu de technologies et d'un savoir-faire aussi qui existe chez Mess Research. Donc quand on regarde ces équipes, comment elles travaillent, et quand on regarde les projets Big Data qu'on fait chez nos clients, souvent la core team qui doit bien fonctionner, c'est une équipe de 3 personnes. Alors c'est pas, on entend souvent le data scientist, le job le plus sexy du 21e siècle, comme si c'était un peu le prophète qui allait lire dans le mar de café ou de données. Bon, ça marche dans certaines entreprises, on en avait parlé. LinkedIn par exemple, ils ont eu un gars avec ce profil-là, effectivement. Mais dans la réalité, le bon mix finalement, si je devais le résumer, c'est un profil. Bon, on l'a évoqué, certes, de mathématicien pour être capable, dans certains cas, de savoir échantillonner correctement un jeu de données, de connaître les algorithmes de machine learning. Bon, voilà. Certes, il y a un profil de développeur très important parce que en gros, je dirais que 60% du temps qu'on passe dans ce type de projet, c'est souvent extraire les données, déterminer quelles sont les variables explicatives qu'on va vouloir prendre, comment on traite les données incohérentes, et puis là, on se retrouve avec un florilège de technologies à maîtriser, Hive, Pig, SQL, et j'en passe et des meilleurs. Donc là, c'est vraiment un profil de développeur. Et le troisième qui est clé, surtout dans son interaction avec le reste de l'organisation, c'est un profil métier. Quelqu'un qui va à la fois pouvoir expliquer au reste de la petite équipe, la pizza team, comme l'appelle le patron d'Amazon, qui va pouvoir expliquer quels sont les objectifs métiers qui sont poursuivis, première chose, et à l'inverse, quand un modèle statistique va générer des résultats, pouvoir les expliquer ensuite à l'organisation et déterminer en quoi c'est pertinent. Donc ça, c'est vraiment la core team. Alors ça veut pas dire qu'autour... c'est un évangélisateur, entre guillemets, oui, au sein de l'entreprise. Et il contribue aussi pour interpréter les résultats à l'équipe. Il n'est pas juste là en mode communication. Après, ça, c'est quand je dis la core team, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un second cercle. Typiquement, on parle beaucoup d'individus là. La question se pose de la comment dirais-je, privacy des données. Je cherche
cherche mon terme en français. Donc, et là, la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux faire? Récemment, dans le domaine du marketing chez nous, nos équipes marketing ont voulu analyser pas mal de données pour essayer de proposer quelque chose de nouveau, identifier. Là, on avait des opportunités de gagner face à nos compétiteurs. Et très tôt, on a dû faire appel au service juridique qui a dit « Attendez, là, vous faites quelque chose qui n'est pas autorisé par la CNIL. Donc, on doit arrêter tout de suite le projet sous cette forme et on doit trouver une façon de le traiter intelligemment. » Et finalement, je dirais que la moitié de l'effort qu'on a passé pour réussir ce projet, ça a été déjà de lever ce problème-là. S'assurer qu'on faisait ça dans les règles de déontologie qu'on s'est fixées. Donc, voilà, l'accord team est là. Probablement qu'il y a d'autres équipes à ajouter. Je parle pas du profil d'un spécialiste de l'infrastructure. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, si je suis dans le cloud, probablement que je vais pas avoir à gérer moi-même l'infrastructure. Donc ça, c'est un profil que j'aurai éventuellement chez moi si j'héberge chez moi les infrastructures en question, mais que je n'aurai peut-être pas si j'utilise le cloud. Ensuite, comment je fais émerger le besoin, puisque c'était la deuxième question. Alors en fait chez Microsoft on est un éditeur, mais on a une équipe conseil et on s'est associé à un certain nombre d'entreprises qui en France sont très pointues sur ce domaine du machine learning notamment. Et donc l'idée c'est d'associer à la fois le savoir-faire Microsoft, je le disais on en a un en interne, mais aussi ces entreprises qui ont une forte expertise métier et une forte expertise dans ces domaines-là, du machine learning notamment, pour en quelques semaines monter un workshop avec un client, les métiers, pour être très précis, analyser sa problématique, à quelles questions il veut répondre, quelles sont aujourd'hui les pains ou les difficultés qu'il rencontre et qu'il veut adresser, et à partir de là dire est-ce que les données sont à votre disposition, idéalement quelles seraient les données qu'il faudrait trouver, l'aider à les récupérer et en quelques semaines itérer très très rapidement pour produire des résultats. L'objectif c'est de produire du résultat pour être capable de dire oui c'est un scénario qu'il faut explorer plus avant ou non on arrête là parce que finalement ce scénario ne donnera rien. Donc aujourd'hui on a des offres de services dans ce domaine-là avec des sociétés comme par exemple Quantmetry. On va passer la parole à Jean-Luc. Jean-Luc, pareil, en préparant la table ronde, il y avait quand même, pour arriver sur un petit peu les freins et limites quand même de la data, on va dire big data, tu dis que les algorithmes peuvent tuer un petit peu la relation client. Je résume très rapidement. En tout cas, sur une partie, une partie du traitement de la donnée, il me semble que ton point de vue, c'est que ça altère un tout petit peu quand même. Non, il y a des risques qui sont liés, et c'est le risque qui est lié à toutes les méthodes probabilistes. Je suis marié, j'ai une famille nombreuse, j'ai acheté un frigo US énorme, un lave-linge de 11 kilos, etc., etc. Je reviens sur le site, et là, tout à coup, Darty me dit il va rechercher dans cette base de données, tiens, vous n'avez pas encore acheté le sèche-linge qui correspond au gros lave-linge pour famille nombreuse, etc. Alors il y a la version de bon goût, Monsieur Bernard, vous n'avez pas encore acheté, et pour vous parce que vous êtes un bon client, moins 10%. Et puis il y a la version de mauvais goût parce que Darty sait pas que je viens de divorcer. Et qu'en fait, je suis pas venu chercher un lave-linge de 11 kilos, mais je suis venu chercher un petit lave-linge de 2 kilos parce que j'ai laissé ma femme, mes enfants, l'appartement à mon épouse, à mon ex-épouse, et que moi j'ai pris une chambre de bonne, et la version mauvais goût, c'est et pour madame en plus un superbe cadeau, etc. Donc, je dis, on peut pas faire l'impasse quand on travaille en temps réel, en tout cas, on peut pas faire l'impasse de recommencer à comprendre en permanence la situation du client. C'est pas une impasse qui est productive. On peut pas se baser que sur l'historique. L'historique a pu changer. Quelqu'un qui était chômeur a pu trouver un job. Quelqu'un qui avait un job peut être chômeur, divorcé, célibataire, etc., etc. Donc il y a des risques d'erreur sur ces méthodes probabilistes qui sont effectivement importants. Et nous, sur le temps réel, après, j'imagine que sur de l'analyse stratégique ou des choses comme ça peut être plus pertinent. Sur de la durée, sur de la grosse volumétrie, mais le risque d'erreur lié à l'utilisation en temps réel de la donnée fait qu'on ne peut pas faire l'impasse sur qu'est-ce que la personne est en train de faire et se contenter d'étudier ce qu'il a déjà fait. Voilà, ça c'est très important. C'est quoi on va vers quoi du coup? Est-ce que pour optimiser au maximum ces notions de probabilité, est-ce que c'est pas de faire ce qu'on fait un petit peu les instituts de sondage en faisant des panels physiques, croisés avec des scénarios et des pondérations, même si aujourd'hui c'est très critiqué. C'est quoi? Est-ce qu'il faut aussi combiner ça au monde réel entre guillemets?
Non, moi, je crois que, et je pense que c'est un peu la démarche de TinyClou aussi, il faut aborder les choses sans a priori, c'est-à-dire sans avoir de coefficient de redressement, parce qu'on a pu constater que dans le passé, quand les gens disaient on vote Front National, en fait, ils faisaient beaucoup plus, puis maintenant ils font beaucoup moins. Enfin bref, on met des coefficients, mais ces coefficients n'éclairent que le chemin qu'on a déjà parcouru. Ce qu'on sait, si on aborde la donnée en faisant ce qu'on fait nous de la corrélation aléatoire de données, sans a priori, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas ce qu'on va chercher. Et il se trouve qu'on trouve une suite de chiffres, et que cette suite de chiffres, on remarque qu'elle a été reproduite déjà 10 fois dans les 2 jours qui viennent de passer, et qu'on a là un modèle, mais qui est un modèle qui n'a pas de pérennité. Il est valable à l'instant T. Je me rappelle quand on présentait notre prototype il y a 2 ans de ça, on était en pleine crise de l'euro, le plus aigu de la crise, quand on disait que l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal devaient sortir de l'euro, et que donc l'euro allait exploser. Bon, une sortie de l'euro, tout le monde a, je crois, vite compris que notre niveau de vie baissait à peu près de 20% en 18 mois et nos actifs baissaient de 30% à peu près dans la même durée. Quel modèle préétabli d'interaction avec un client résiste à une perte de pouvoir d'achat de 20 à 25% et une perte de ses actifs, une perte de valeur de ses actifs de 30%? Les comportements changent complètement et donc il faut réapprendre en permanence. Alors ça, c'est un côté très stratégique. Un côté plus anecdotique peut être qui peut dire quel va être l'impact de la première projection du premier épisode de Prison Break sur la vente de t-shirts, de sweatshirts sans capuche. Le lendemain, je suis persuadé que la vente des t-shirts avec capuche a augmenté d'une manière incroyablement puissante. Bon, c'était écrit dans aucun modèle. Personne ne savait que Prison Break allait sortir, que ça allait avoir cet engouement, etc. Il n'y a pas de modèle préexistant. Donc la capacité à aborder ça et à dire tiens, il y a un modèle émergent, et à l'utiliser tant qu'il est valide et à l'abandonner dès qu'il est plus valide, c'est-à-dire à reproduire sans arrêt ce qui marche le mieux, donc à détecter les tendances émergentes finalement. Pour nous, dans l'utilisation de temps réel, c'est la seule possibilité qu'on voit de garder de la pertinence. D'ailleurs, on le voit très bien, hein, la pertinence, on la mesure on a parlé tout à l'heure d'augmentation du chiffre d'affaires par visite, mais on a un critère qui est encore plus efficient d'ailleurs, puisqu'on appelle le taux d'efficience. Le taux d'efficience, c'est la différence de taux de conversion. C'est la comparaison entre le taux de conversion des gens exposés à nos interactions et le taux de conversion des gens non exposés à nos recommandations, retraités du taux de rebond, puisqu'évidemment on ne va pas pénaliser les gens non exposés du taux de rebond qui par hypothèse même n'a pas pu être exposé. On a des clients chez qui le delta est de 400%. Il y a 400% de plus, de 4 fois plus de conversion sur les gens exposés à nos recommandations que sur les gens non exposés. Donc cette pertinence, elle vient du fait que on n'a pas de modèle préétabli, donc qui peut être obsolète. Et en plus, il n'y a pas de modèle préétabli sur un individu. Enfin, un même individu, ça fait aussi partie la plasticité, l'hétérogénéité des comportements. Vous pouvez avoir un comportement low cost sur un site et 5 minutes après avoir un comportement haut de gamme sur un autre secteur d'activité. Varie, hein. C'est une des composantes aussi. On est devenu beaucoup plus plastique que ce qu'on l'était il y a 30 ans, les consommateurs. Surtout que les modes de connexion, de navigation changent aussi avec le mobile, avec alors, ça ne veut pas dire que les logiques déductives n'ont pas de valeur. Hein. Les logiques déductives ont une énorme valeur, mais plutôt dans l'analyse stratégique, avec du recul, etc. Quand vous êtes exposé au fait qu'un individu va rester 1 minute sur un site marchand et qu'en 1 minute, vous devez comprendre ce qu'il est venu chercher, dans quel état d'esprit il est venu le chercher, quels sont ses freins, quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez appuyer et quelle est la meilleure proposition à lui faire, les modèles déductifs, effectivement, nous posent un problème de pertinence au final. Une petite réaction, Damien. Oui, sur la même question, là on disait effectivement on pourrait être amené à commettre des erreurs puisqu'on n'a pas les bons éléments de décision si on s'appuie sur l'historique. Je crois que, et quand bien même l'algorithme en question serait très efficace, il risque en fait de classer l'individu dans une case et que finalement quand on parle ici de commerce, le commerce c'est avant tout une relation entre des individus. Et si à partir de là vous estimez que vous êtes capable de prédire l'interaction de votre client sans jamais interagir vous-même avec lui, vous êtes en train de casser cette relation. Vous dites, je sais mieux que lui ce qu'il va vouloir, et je vais donc réagir dans ma relation commerciale d'une certaine façon. Et donc le danger, c'est que l'attitude des entreprises, en s'appuyant sur les big data, parce qu'elles pensent mieux savoir que leurs clients ce qu'elles veulent, grâce
ces fameuses big data, les amène à se comporter différemment. Donc je pense qu'il y a un risque, un biais dans l'utilisation abusive des big data qui consiste à dire je sais mieux que mon client ce qu'il veut, je le mets dans une cage, je n'ai pas besoin d'interagir avec lui. Et là on ferait l'inverse de ce qu'on cherche à faire. À la limite, on n'est pas dans la relation automatisée, mais plutôt dans une relation pilotée. Oui, c'est le modèle. J'ai un de mes actionnaires qui dit finalement, nous on est le vendeur là où il y a des publicitaires. Le publicitaire définit un message et il matraque. La loi de la répétition est la loi numéro 1 de la publicité, et la loi du vendeur, c'est je m'adapte. C'est pas je matraque, c'est je m'adapte. Donc effectivement, est-ce qu'on a des messages publicitaires à faire passer, ou est-ce que on va être à l'écoute? Olivier ? Oui, alors je pense justement que c'est très intéressant cette problématique. Il faut rester, quand on essaie de faire de la prédiction, de la recommandation, il faut essayer de rester un maximum humble par rapport à ce qu'on essaye de faire. Et pour être un petit peu plus technique, en fait, ce qui est très important d'un point de vue modélisation, c'est de quantifier l'incertitude qu'on va avoir. Parce qu'en quantifiant l'incertitude, c'est là où vous allez faire la différence entre une situation où vous allez ajouter de la valeur pour coup sûr et une situation où vous ne savez pas quoi faire. Il est important de reconnaître quand vous ne savez pas quoi faire, parce que quand vous ne savez pas quoi faire, c'est au moment où vous pouvez avoir plusieurs scénarios, éventuellement, ou alors où vous pouvez ne pas montrer une recommandation parce que vous pensez que c'est meilleur pour l'utilisateur final. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Alors en fait, on n'a pas de modélisation, puisqu'on reproduit, il n'y a aucun modèle préexistant, on reproduit ce qui a déjà le mieux marché, et on traite cette problématique-là par ce qu'on appelle des situations de haut niveau, moyen niveau, bas niveau. Une situation de haut niveau, c'est une situation où il y a plusieurs critères. Si on n'arrive pas à en détecter une, on va aller descendre le nombre de critères qu'il faut pour traiter une situation, mais on perdra de la pertinence, puisqu'on va cibler plus large. Voilà. Ouais, c'est des concepts très intéressants, les concepts d'hétérogénéité et de variabilité des choses. Il y a par exemple parmi les algos de machine learning une famille d'algorithmes qui est assez connue et qui marche pas très bien dans la vraie vie. C'est les algorithmes de segmentation. Ouais. Donc les algorithmes de segmentation, c'est très à la mode, c'est bien connu du grand public. Et pourtant, c'est un peu une impasse. Quand on avait commencé à travailler avec Price Minister, ils nous ont dit, voilà, on a notre newsletter culturel et on voudrait segmenter entre eux des gens qui aiment le jeu de vidéo, des gens qui aiment le DVD, des gens qui aiment le livre. En fait, si on fait ça, on est en train de faire du small data, en fait. Le jeu vidéo, ça dépend du jeu vidéo. Quand c'est FIFA 14 ou quand c'est Just Dance 4, c'est pas du tout la même cible. Et même FIFA 14, en fait, on se rend compte que la cible, elle évolue tout le temps. Donc, on n'a pas, nous, quelque chose qui dit de façon rigide, ça, c'est les gens qui ont tel sexe et tel âge qui aiment FIFA 14. C'est pas vrai. En fait, on va se baser sur les derniers achats de FIFA 14 au cours des derniers jours et des dernières semaines. Quand le jeu vidéo est en précommande au milieu de l'été, ceux qui précommandent, c'est des gamers assez hardcore. On les reconnaît assez bien, ils sont vraiment très différents du reste de la population. Début décembre, ça se féminise et ça vieillit la cible. En fait, c'est leurs mamans qui sont obligées d'acheter des FIFA 14. Et l'été d'après, on va les voir venir l'été d'après, c'est les losers en fait qui n'ont pas les moyens de s'acheter le FIFA 14 neuf. Au moment où FIFA 15 va sortir, ils vont se racheter un vieux FIFA 14 pas cher. Et en fait, ça bouge tout le temps. C'est vraiment vraiment fascinant à regarder. Ça, on est proche du cliché là quand même, non ? Le cliché, c'est non, mais ça évolue. C'est ce qu'on lit. On découvre des tas de phénomènes. Quand on génère un modèle prédictif qui va se baser sur réellement, donc nous c'est des algos assez sophistiqués de machine learning, pas mal inspirés d'algos qui se font en génétique et de choses comme ça. L'algorithme, on peut pas le décrire. Donc comment la personne qui fait sa campagne marketing sait à qui il parle, puisqu'on a choisi les 3, 4, 5 ou 10% de la population les plus appétants à FIFA 14, on leur envoie un message. Si le message c'est pour nous les filles, FIFA 14 c'est ce qui nous plaît, en fait ça va faire un bid. Et on n'y peut rien, c'est pas des préjugés, c'est juste que la sociologie, et c'est objectif, sorti de l'algorithme, dit que en fait la cible quand même, elle est plutôt masculine sur FIFA 14. Et du coup, il y a un mélange entre des mathématiques assez hardcore, du software engineering assez hardcore dans les profils, je mentionnais product, mais évidemment, derrière ça, il y a des équipes de software et de maths assez vraiment hardcore, quoi. Et les algos, c'est des vrais maths. La lisibilité, on peut pas décrire les maths, l'algo, on peut même pas l'exprimer, c'est des millions de paramètres dans tous les sens. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de décrire de façon intuitive la population. On s'est rendu compte que pour faire comprendre à quelqu'un qui fait du marketing
quelle est la population. Non, justement non, qui a une intelligence qui a besoin d'avoir une intuition de qui sont ces gens en vrai. Si je dis c'est des femmes d'une vingtaine d'années, c'est quelque chose. Mais si je dis en fait les 3 prénoms qui apparaissent en premier, ça va être Alison, Cassandra et qui va avec. Vous savez par exemple Kimberly. Et vous savez par exemple que Maeva et Océane, c'est exactement pareil sociologiquement. Et quand on voit les produits qui apparaissent avec Maeva et Océane, enfin quand on voit Maeva et on sait qu'Océane n'est pas loin, ça vous paraît évident marketingement. Mais en fait, ces trucs-là sortent des algos qui sont en fait pas des algos d'intelligence artificielle, mais des algos d'intuition artificielle. D'intuition artificielle. Une question, et avant qu'on accueille tout à l'heure Henri Verdier, patron d'Etalab, qui fera un petit mot de conclusion sur l'open data. Comment est-ce que justement, quelle a été de ton côté, Olivier, les surprises au cours du développement, voilà, de Snips? Est-ce que tu as une anecdote à toi aussi, un peu à la FIFA 14, que tu as appris justement un peu l'analyse de tes données? Alors malheureusement pas d'anecdote. Je pense qu'on n'a pas eu des surprises. Je suis désolé de vous décevoir, mais on n'a pas des surprises immenses. Ce qui a été pour nous le plus grand challenge, en fait, c'est en travaillant avec des grands groupes de se rendre compte que c'est pas si facile que ça. Il y a de la friction dans ce qu'on essaye de faire. Et c'est vrai que nous, on a tous des profils, en fait, on essaye de mettre en œuvre très très rapidement toutes nos idées. On va prendre un dataset, on va itérer dessus, et on va très vite faire une application, de la visualisation. La visualisation est essentielle pour nous. Ça nous permet de comprendre les données, en fait. Donc on essaie d'avoir un temps très très court entre le moment où on a un dataset et le moment où on visualise ce qui se passe, parce que ça nous permet de tester tout de suite des intuitions. Et donc, on essaie de mettre en œuvre un maximum, de tester, de faire des applications, de les tester autour de nous, de voir comment les gens réagissent. Et c'est sûr que quand on a cette philosophie, on se rend compte qu'en fait, tout le monde n'a pas la même, et que quand il y a des obligations, bien sûr, opérationnelles et de stabilité de service, etc., qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi. Et donc, c'est un vrai challenge, en fait, d'équilibrer ces deux choses. Et donc, ça a été notre surprise, mais un challenge qu'on essaie d'incorporer au quotidien dans nos équipes, et de dire comment est-ce qu'on va créer comment est-ce qu'on va grandir en sachant ça, comment est-ce qu'on va créer des équipes en fait qui peuvent et d'un côté rester très très agiles, et d'un autre côté avoir une stabilité de service en fait. Et puis aussi, il faut bien le dire, plus d'ouverture de données, puisqu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui rechignent à ouvrir leurs données publiques, ou même les services publics, les premiers, qui sont encore très très timides là-dessus. Alors c'est vrai que si vous prenez l'exemple de Snips, en fait Snips n'aurait pas pu exister sans l'open data. Vous prenez par exemple OpenStreetMaps, donc qui est le Google Maps en fait open data, qui comprend toutes les données de topologie de la ville. Sans OpenStreetMaps, Snips n'aurait pas pu exister parce que c'est notre base en fait de modélisation de la ville et de la vie en général. Et donc il est très très important pour l'innovation en fait d'avoir de l'open data, parce que ça permet à un maximum de personnes de se poser les bonnes questions par rapport à ces datas. Et donc, il y a pas forcément des experts en data qui vont voir un dataset et qui vont pouvoir créer des usages à partir de ces données. Il y a des gens, des développeurs ou des mathématiciens qui vont regarder ces données, qui vont avoir des idées, qui vont créer des petites équipes. Et donc, c'est tout ce mouvement qu'on est en train d'observer avec les open data qui crée en fait énormément de valeur dans notre société. Et ouais. Open data, nouveau service public utile. Exactement. Peut-être bien. Je vais passer la parole à vous. Si vous avez des questions sur Smart, Small, Open data, c'est à vous. Alors, on va faire tourner un micro et on va commencer par vous. Si vous pouvez juste vous présenter en intro. Merci. Bonjour, Charles Simpson, j'ai créé une société qui s'appelle Senior Media. On est spécialisé dans tout ce qui est la gestion de contacts pour les seniors. Et je trouvais ça très intéressant votre débat. Moi, j'ai fait un constat sur la B-testing, c'est qu'on atteint vite une asymptote, on s'ennuie concrètement. Et une deuxième chose qu'on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, c'est la partie géolocalisée. Et je me demandais si vous avez travaillé aujourd'hui sur soit du e-commerçant, etc. Moi, j'ai fait pas mal de terrain et à chaque fois, on se rend compte que le comportement à Montpellier, à Toulouse ou à Lille n'est pas du tout le même. Et est-ce que vous avez commencé à travailler avec des outils comme Piwik, par exemple, pour la reconnaissance d'IP, pour travailler sur une géolocalisation du comportement sur le e-commerce ou d'autres types de solutions web?
Oui, on travaille là-dessus et certains secteurs d'activité y sont plus sensibles effectivement que d'autres. Par exemple, le textile, on va pas recommander la même chose à quelqu'un qui est à Montpellier où il fait 30 degrés. Pardon, on va prendre l'inverse. On va pas recommander la même chose à Montpellier, à Lille où il y a un internaute se connecte et il fait 30 degrés et à Montpellier où il pleut évidemment sur un site d'habillement. Donc oui, on intègre ces choses-là. Je suis incapable de vous dire avec quelle technique de géolocalisation. Je suis le seul non-ingénieur ici, donc moi je suis l'homme de marketing, celui qui a besoin de visualiser derrière des prénoms les segments de population. Donc effectivement, c'est des choses qui sont importantes, bien évidemment. Alors on le fait essentiellement aujourd'hui avec la météo. On n'est pas allé jusqu'à le croiser encore avec, par exemple, des segments sociodémographiques que peuvent mettre certaines sociétés à notre disposition. Quand quelqu'un se connecte de Saint-Cloud, il y a de plus grandes chances qu'il ait un niveau de vie élevé et un pouvoir d'achat élevé que quand il se connecte d'une cité de banlieue. On n'est pas allé jusque-là. Pour l'instant, on se contente de le jouer sur la météo et essentiellement dans le textile. Mais effectivement, ça a de l'importance et ça rentre dans nos algorithmes, c'est-à-dire que la météo va influer le type de recommandation et le type de produit qu'on va pousser. Alors, une autre question, juste à côté. Bonjour, je suis étudiant à 42. J'ai plus des questions techniques, en fait, par curiosité. C'est un peu votre entreprise aussi. En fait, c'est au niveau... Bonjour. Au niveau de la veille technologique que vous faites, parce que vous parlez beaucoup de... Vous avez beaucoup parlé de processus cognitifs et psychologue. Et comment vous organisez la veille à ce niveau-là, en fait? Parce que ça m'intéresserait beaucoup. Première question. Comment vous organisez la veille? Alors, après, je laisserai un peu les autres répondre aussi, mais processus cognitif. Donc là, en fait, on a deux types de veille, en fait. On est en train de bâtir au sein de l'entreprise un petit living lab. C'est-à-dire que la première veille, c'est ce qui se passe sur les données de nos clients, finalement. Et on apprend plein de choses. On est encore embryonnaire à ce niveau-là. Et puis, on a 2-3 ingénieurs qui sont plutôt très intéressants là-dessus, qui passent leur vie sur les réseaux à organiser la veille. Et on le synthétise dans un outil. En fait, on est une des 200 000 entreprises qui utilisent Salesforce au monde. Et dans Salesforce, vous avez un petit avantage additionnel qui est le chatter Salesforce. Et donc, on a un groupe qui est purement dédié à ça et qui nourrit directement, je dirais, la réflexion sur qu'est-ce qu'on va développer demain, etc. En fait, chez nous, la réflexion sur qu'est-ce qui va se développer vient essentiellement de cette veille qui est synthétisée dans ce groupe chat et à 80% est pilotée par la demande des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une technologie et on essaie de voir à quels usages on pourrait l'appliquer, à quels autres usages on pourrait l'appliquer chez nos clients, parce qu'on reste focus sur le e-commerce. Je pense qu'effectivement, la concentration est un facteur de réussite. À quels autres usages on pourrait l'utiliser. Donc la veille, elle est chez nos clients et chez nos équipes et on synthétise tout ça dans un chat qui est ouvert à nos clients. J'ai d'autres questions. J'ai aussi une question au niveau... Ouais, sur la veille, en fait, quand on est une boîte de technologie, la veille, elle commence en recrutant les bons profils. C'est-à-dire que nous, on recrute des gens qui sont forts en maths ou en software engineering, et généralement, ils sont très curieux, les gens qui sont forts. Donc, pour quand même qu'ils puissent satisfaire leur curiosité, il faut qu'ils aient l'occasion aussi d'aller à des confs. On est proche de certaines communautés open source, et c'est la vie de toute start-up que de tester des outils qui sortent juste, quoi. Et je vais demander aussi au niveau de... c'est compliqué, il faut que je choisisse. Comment vous faites pour gérer le cas des outliners, c'est-à-dire des personnes qui rentrent pas forcément dans les mouvements statistiques, enfin l'espèce de personnes qui sont un peu en dehors de tout ça, mais qui au final participent en fin de compte à créer l'opinion parce qu'ils fournissent de nouvelles informations, des choses qui participent au final, parce que c'est un peu ce côté où on doit d'un côté sont un peu de côté parce qu'elles rentrent pas dans le flot statistique, mais de l'autre. Ouais. En fait, il faut choisir les bons algos. Je vais pas dire lesquels, évidemment, ce serait un peu trop facile. Mais pour revenir au prénom, par exemple, si vous vous appelez Kevin, ça dit un truc sur vous en général. Mais si vous vous appelez Kevin et que vous avez 55 ans, en fait, vous êtes américain ou australien en France. Et les bons algos sont capables de gérer la polysémie des choses, de gérer les outliers. Mais il y a un enjeu de design de la bonne architecture de machine learning pour qu'elle ne soit
pas polluées par les outliers, mais au contraire qu'elles apprennent avec eux. Allez, une autre question. Je crois qu'il voulait répondre. Je voulais pas tellement compléter parce qu'en fait, tu as très bien résumé la situation. Donc, je voulais peut-être revenir un petit peu sur la partie, encore une fois, de quantification de l'erreur. Et on se rend compte tout simplement quand on a un outlier que le modèle n'a pas pu capturer toute la complexité en fait de la donnée. Et donc, c'est important d'avoir des modèles qui permettent de détecter ce genre de choses. Et on va se rendre compte que pour un certain jeu de paramètres, par exemple, telle prédiction va pas pouvoir être faite parce que les données n'expriment pas correctement les paramètres du modèle, en fait. Est-ce que vous pourriez me citer chacun un livre ou un article qui vous a marqué sur votre pensée data, qui vous a structuré théoriquement ou Moi, j'ai une citation. Vous connaissez certainement la revue Wired, qui était dirigée par Chris Anderson jusqu'à il y a 18 mois à peu près. Et c'était l'époque où on avait le sentiment, tout à l'heure tu parlais de friction, de choses comme ça. Une des principales frictions, ça a été de faire comprendre à des gens qui sont issus du data mining, qui avaient d'autres technologies de traitement de l'information que le data mining. Et c'est vrai que Max Planck disait que pour qu'un paradigme nouveau apparaisse, il ne fallait pas que les tenants du paradigme ancien changent d'avis, il fallait qu'ils meurent. Et donc effectivement, ça pose un problème de génération, et on n'avait pas une génération à perdre pour convaincre les gens de l'intérêt de ces technologies. Et donc à l'époque, on avait le sentiment de prêcher un peu dans le désert. Et Chris Anderson, le jour où il a quitté Wired pour prendre la présidence du US Robotics, a écrit un dernier éditorial dans lequel il disait, et j'ai gardé quelque part la citation, je la donne en substance parce que je me rappelle plus obligatoirement de chaque virgule, mais l'acquisition de connaissances se fera de moins en moins selon des modèles déductifs, elle se fera de plus en plus selon des modèles inductifs sur la base de corrélations aléatoires de données. Et voilà. Et là, on s'est dit, ouf, enfin qu'il y a quelqu'un qui a compris que j'émets une hypothèse, je la valide par l'expérience, ça n'est pas l'unique source d'acquisition de connaissances, mais qu'on peut aborder une masse brute de données sans chercher quelque chose a priori, sans avoir d'hypothèse ou de modèle ou de schéma a priori et chercher. Voilà. Donc moi, c'est Chris Anderson que je porte haut dans mon cœur parce qu'il m'a rendu du baume au cœur à l'époque où on se préparait à investir notre 3e million d'euros dans la R&D. Voilà. Alors Olivier, une référence, un livre, une citation. Alors pour moi, c'est Brett Victor en fait qui est inventeur de l'iPad, qui a écrit un papier absolument magnifique, je crois en 2006, sur comment en fait comment faire l'interface, comment visualiser les données et comment faire des interfaces pour l'utilisateur qui expriment au mieux possible les données qui sont derrière. Et donc c'est un papier absolument magnifique, je vous conseille de le lire. Damien ? C'est une question très très difficile, je trouve. En fait, c'est plus un certain nombre de personnes qui m'influencent qu'un seul livre. D'ailleurs, dans ce domaine-là, la question a été posée de savoir comment monter en compétence. Je suis pas sûr que la réponse était suffisante pour se dire finalement je sais comment m'y prendre. Donc, je me ferai un plaisir d'échanger tout à l'heure avec vous, si vous voulez, sur des sources d'informations qui peuvent vous aider, des communautés adressées, des meet-up à faire. Mais sinon, si vous voulez vraiment vous intéresser, alors. Il y a une personne qui s'appelle Jim Gray qui a travaillé longtemps chez Microsoft, qui est décédé il y a longtemps et qui avait écrit un article, je vous invite à regarder, sur le 4e paradigme. Selon lui, on connaît aujourd'hui le 4e paradigme de la science. Il y a eu 3 paradigmes avant sur l'expérimentation, sur la science théorique, sur la simulation, et on connaîtrait aujourd'hui avec le big data entre guillemets le 4e paradigme. Lisez cet article, il est assez édifiant et je pense qu'il résume bien ce qu'il y a derrière le big data, une révolution liée à la mesure. Sinon, après, il y a un certain nombre de gens à suivre, moi je crois, que si vous regardez par exemple Jeffrey Hinton, qui a été recruté d'ailleurs par Google, qui a ravivé le domaine du deep learning en 2006, Yann Lequin, qu'il faut suivre, qui a été recruté par Facebook, Andrew Ng, pour tous ceux qui veulent s'intéresser au machine learning, il y a un excellent cours d'introduction sur Coursera, qui a été recruté par Baidu en Chine. Donc voilà, c'est un certain nombre de personnes comme ça qui peuvent vous inspirer sur la partie purement machine learning. Suivre la communauté Hadoop me paraît être essentiel si vous voulez savoir ce qui se passe, mais il n'y a pas qu'Hadoop sur ce marché. Vous voyez ce qui se passe autour de Spark, de Storm, enfin etc. Donc il n'y a pas qu'une source et c'est multiforme d'un point de vue sujet. Et donc c'est votre curiosité, votre capacité à y allouer du temps qui permettra de creuser le sujet dans la direction qui vous convient le mieux, quoi. Tant qu'on est sur les sources, il y a un site américain qui est à suivre qui s'appelle Big Data Republic,
qui est pas inintéressant parce qu'il est justement, il rend compte de ce multi-angle d'attaque du big data. Kevin, merci beaucoup. Maëva. C'est compliqué ta question, franchement. Au moment où j'ai créé TinyCloud, c'était le moment où je m'étais abonné à Nature et à Science, et j'ai vu plein de trucs passer. Notamment un article qui disait voilà, on a découvert un code d'expression des gènes plus fin que le code génétique. Et en fait, quand on lisait l'article, on se rendait compte qu'il y avait rien dans l'article, c'était juste des algos de machine learning. Et donc les lois de cette discipline scientifique devenaient des algos de machine learning qu'on pouvait même pas décrire en termes humains. Ça m'avait fasciné. Il y avait un truc qui m'avait fasciné, c'était Google Sets. C'était une des petites apps dans les labs où on mettait orange, kiwi, pomme et ça sortait banane, etc. Et on mettait des noms de peintres, ça trouvait des autres noms de peintres. Ça complétait des listes. Ça, c'est génial. Et puis pour apprendre le machine learning, il y a un bouquin très bien. Bon, c'est un pavé chez Springer Verlag, c'est Elements of Statistical Learning de Asti, Tibshirani et Friedman. Je sais plus quel est le troisième auteur. Voilà, faut être en forme. Faut être très en forme. C'est un gros pavé. On va prendre d'autres questions, elles sont bienvenues. Bonjour. Alors moi je me posais la question en fait de la rétroaction en fait des datas. C'est-à-dire que est-ce que le fait dans notre société, voilà, on dit tout va plus vite, on a accès à l'information tout de suite, instantanément, notamment avec Tranquillien par exemple. Petite projection, dans 5 ans, 40% ou 50% de la population possède cette application sur Paris par exemple. Qu'est-ce qui se passe si l'application dit à tout le monde ne prenez pas la ligne C, prenez la B, tout le monde prend la B. Est-ce que vous comptez prendre en compte ça dans vos algorithmes? Et quelle est votre vision aussi, peut-être à plus long terme, d'une ville connectée, justement par rapport à cette rétroaction des données? Voilà. Merci pour la question. Oui. Alors c'est une très bonne question et donc on espère justement arriver à une masse critique où on va être obligé de modéliser en fait l'impact de la donnée et la réaction des gens. Et donc, si on arrive à modéliser la réaction des gens, en fait, il va falloir prédire deux choses. Donc, il va falloir prédire l'action et la rétroaction. Si on arrive à prédire ces deux choses-là, on ferme la boucle dans le modèle de contrôle et on va réussir à dire aux personnes prenez le RERC, mais on va dire ça pile poil à une certaine segmentation de personnes pour faire en sorte que tout le monde ne prenne pas la même décision et qu'on se retrouve avec des trous où il n'y a plus personne, par exemple, dans le RER. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie pour plus la vision, disons, des villes intelligentes. Je pense qu'au final, on a envie d'une ville qui s'adapte à nous. On a envie il y a plein de choses où on a des intuitions sur le quotidien en fait, et on se demande pourquoi est-ce que la ville ne fait pas ça actuellement. Par exemple, vous avez des concerts. À la fin du concert, toutes les personnes vont se retrouver dans la même gare au même moment. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une rame toutes les minutes à ce moment-là au lieu d'attendre 10 minutes, par exemple? Et l'heure de fin du concert est difficile à prédire. Par contre, avec toutes les technologies maintenant de communication qu'on va avoir, on va pouvoir prendre des décisions en temps réel. Et idéalement, on aurait des infrastructures qui peuvent réagir en temps réel. Et nous, c'est ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est donner la possibilité aux infrastructures d'avoir des meilleures informations en temps réel et donc de réagir et de s'adapter. Et bienvenue Henri Verdier, CTO de la France. Vous le saviez ou pas? C'est pas vrai? Ah bon, alors les médias se sont trompés. Bienvenue Henri, directeur d'Etalab. Etalab qui est ravi. Ça va? Oui. Je vais me mettre debout là. On va finir. Alors, Etalab, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est la structure qui aujourd'hui gère ce grand enjeu de l'ouverture des données, notamment sur les services publics. Où en est-on aujourd'hui justement de ce grand chantier voilà, est-ce que tu es satisfait? Il y a encore des choses à faire? J'imagine que oui, mais voilà, première réaction. Bonjour d'abord, désolé, j'ai horreur d'être en retard, d'arriver à la fin du débat que j'ai pas entendu, même quand je connais une partie des gens sur la table. Peut-être pour tenter de me raccrocher à ce que vous avez sûrement dit avant, je vais juste dire très très vite. Réfléchissez dans le taxi à ce que j'allais dire. Je pense que vu les gens qui sont dans cette salle, apprenez à pas vous accrocher aux mots. C'est-à-dire, on va vous dire, attention, il y a les big data, il y a l'open data, il y a les données publiques, il y a les smart data. On s'en fout. Il y a des données, il y a du réel, et ce réel, on peut avoir des points de vue dessus, et il est plein de changements, il est plein d'innovations, et
Et pour moi, ce qui est important, et j'en viens à l'open data. En revanche, on entre dans un monde, une nouvelle phase de la révolution informatique, de la révolution numérique, où les questions autour de la donnée vont devenir énormes. Elles vont devenir énormes d'abord parce que ça coûte de moins en moins cher de produire des données. Ça a l'air bête. On oublie peut-être, je sais pas si quelqu'un l'a déjà dit ou pas, mais des questions qui pas comme ça, non. On n'aurait pas osé traiter mathématiquement il y a 30 ans parce qu'on n'aurait pas pensé à mettre des puces géolocalisantes, des palettes pour la grande distribution parce que ça coûtait cher. Maintenant, on met des puces à 1 centime d'euro, bientôt 1/10 de centime d'euro, etc. On les collecte même en bas Et donc, on va mathématiser le réel entier. Ça, c'est la première raison. Et on a un exemple sous les yeux, c'est ce qui s'est passé quand les banques se sont mathématisées. Elles ont inventé la finance, elles ont appris à travailler sur des dérivés de dérivés, elles ont inventé les hedge funds, les machins, et elles ont complètement changé leur métier, elles ont pris une emprise sur le réel incroyable, parce qu'elles étaient abstraites. Mais maintenant, on va abstraire tout le réel. Je le dis parfois, mais dans 5 ans, sans doute les speakers qui seront là, ils verront si vous agitez sur vos sièges et si vous dormez, si vous ennuyez, si vous comprenez, parce qu'on captera des paramètres biométriques, parce que ça coûtera rien de le mettre dans tous les fauteuils, quoi. Ça change parce que alors l'informatique de big data, là aussi, se démocratise à une vitesse incroyable. C'est-à-dire aujourd'hui, avec un PC à peu près normal, un tout petit peu de cloud, un peu de Hadoop qui est gratuit, etc. On fait des choses que seule l'armée française, l'armée en France pouvait faire il y a à peine 15 ans. Donc nous, chez MFG Labs, mais c'était déjà il y a 4 ans, on a clusterisé des graphes de 30 millions de nœuds avec des PC qu'on achetait chez Surcouf et du cloud qui coûtait 15 € par mois chez Amazon et Hadoop qui était gratuit, quoi. Et donc le vrai changement pour moi, et je voulais juste dire ça, il est d'abord sociologique, c'est-à-dire que des bouts du réel qu'on n'avait jamais attaqués par l'informatique vont être attaqués par l'informatique, et ce qui était réservé à des espèces de rentes, parce que seuls les gens qui avaient des énormes data centers et qui pouvaient mobiliser 50 ingénieurs, etc., et qui pouvaient acheter la donnée, pouvaient s'en mêler. Aujourd'hui, vous, moi, mais aussi les étudiants brésiliens vont se mêler de ces questions. Et c'est vraiment important de dire. Et donc là-dedans, il y en a qui vont dire ah oui, big data parce qu'on va manipuler des masses de données comme on n'aurait jamais osé le faire. D'autres vont dire souvent d'ailleurs smart data parce qu'en fait l'intelligence, les trucs importants là où il y a de la valeur, c'est pas toujours en téraoctets. On en avait discuté. 30 ans d'historique de tous les tickets de caisse de Carrefour, ça c'est une donnée énorme quand même. Et vous la mettez sur une clé USB, hein, donc c'est pas du big data. Si vous savez monitorer ça, il y a énormément de valeur, etc. Alors, l'open data, ça rentre aussi là-dedans, c'est-à-dire il y a plusieurs raisons de le voir. Donc le gouvernement travaille ça pour 3. Donc nous, on s'est rendu compte que pas seulement nous, hein, la plupart des grands pays du monde se disent, finalement toutes ces données, ces savoirs, ces informations, ces systèmes d'information, ces systèmes de gestion, cette informatique de gestion et tout qu'a l'État, ça a beaucoup de valeur. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs sens du mot valeur. Et donc il faut, d'une manière générale, c'est la première règle, fluidifier ces données. Au fond, on n'est pas toujours sûr qu'il faille toujours la donner totalement gratuitement à tout le monde et tout, mais ce dont on est sûr, c'est que si personne s'en sert, elles n'ont pas de valeur. Donc plus il y a de gens qui s'en servent, plus il y a de valeur. Et donc il faut les ouvrir. Et donc le gouvernement français, comme beaucoup d'autres, il confie à des petites administrations de mission, ça c'est étalable. Une administration de mission, c'est une administration qui n'a pas de pouvoir, mais qui a le droit d'emmerder les autres. Donc c'est toujours pareil, on est 7, 8 de tous les pays du monde, et on a autorisation d'emmerder, donc ça c'est bien, et en même temps on n'a pas le droit de dire j'impose, j'interdis. Alors justement, parce que on a la présence d'Olivier Corradi de SNIPS, qui est à l'origine de Tranquillien justement, et qui justement, bien, que vous connaissez, et qui justement, tout le modèle et tout le business de SNIPS repose sur l'open data, mais on voit qu'on peut aller encore plus loin. On évoquait rapidement, juste pour vous faire réagir, l'open data comme un service public innovant qu'on doit tous s'approprier. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Et pourtant, c'est loin d'être construit. Il y a encore des sociétés qui rechignent, il y a des services publics qui rechignent à ouvrir les données. Voilà, pour faire court, et je sais que j'ai fait un long détour, mais c'est aussi parce que j'ai raté le début de la discussion. Il y a 3 grandes raisons pour lesquelles il faut ouvrir ces données. Il y a quand même une, n'oublions pas, parce que c'est la démocratie, c'est-à-dire vous êtes en droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est la Déclaration des droits de l'homme, et donc c'est le préambule de notre Constitution. Et savoir si l'éducation nationale gaspille son fric, si la population carcérale augmente, où sont les routes, où sont les égouts, la pollution atmosphérique, la qualité de l'eau que vous buvez et tout, c'est votre droit. Donc il y a cette première dimension-là. Et ça, l'administration, elle a toujours un peu peur quand on la saisit, mais le processus existe. Il y a la CADA à qui on peut réclamer un document administratif. Et
Si on a un avis favorable de la CADA, et si l'administration continue à ne pas obéir, on peut aller au tribunal administratif et 9 fois sur 10 on gagne. Ensuite, il y a une deuxième dimension. Alors là, c'est plus la famille SNIPS et tout ça. C'est construire des données pour soutenir l'innovation économique, les startups, etc. Et sociale aussi. Parce que j'ai des dizaines de belles histoires de choses qui ont été faites avec des données qu'on n'aurait pas pensé à faire s'il avait fallu investir pour fabriquer la donnée. Une, par exemple. Par exemple, Andimap, c'est une petite start-up. Enfin, c'est pas une start-up, c'est 2 ingénieurs qui, en 6 mois, ont fait des applications embarquées sur mobile pour calculer des itinéraires en fauteuil roulant, parce qu'ils avaient eu en open data la carte de tous les points de trottoir surbaissés. Ça, ils l'ont fait pour rendre service, ils n'ont pas cherché à le vendre, et ils l'auraient sans doute pas fait s'ils n'avaient pas pu ramasser d'abord la donnée brute, gratuite. Et sur ça, en fait, je crois qu'on est qu'au balbutiement, c'est-à-dire penser la donnée comme une infrastructure économique d'un nouveau genre, radicale. Il va falloir s'organiser pour ça, il va falloir investir aussi. Enfin, quand Obama se vante de l'open data à façon américaine, il dit regardez ce qu'on a fait avec le GPS. Donc avec notre réseau de satellites, on a fait naître et on a contrôlé une industrie entière, celle des services mobiles. Mais vous voyez, le GPS, il a fallu que quelqu'un design des satellites, envoie 36 satellites, crée un système, construise les API, les autorisations. Et aujourd'hui, je pense moi qu'il y a de temps en temps on prend appui sur des gens comme Snips pour montrer quand vous faites un pas, regardez ce que fait la société civile en face. Donc faites-en 10, vous allez voir, ça sera encore plus énorme. Mais un jour, il faudra se dire en énergie, en transport, en santé, en tourisme, en que sais-je. C'est quoi le GPS du futur? Donc ça sera pas, et la mission Etalab à 8 personnes il faudra designer des systèmes d'information complets, cohérents, temps réel, granulaires, accessibles, qui soutiennent la charge. Qui est-ce que vous, concrètement, vous essayez de convaincre aujourd'hui, qui a peut-être de bonnes raisons de ne pas encore libérer son jeu de données? Et je dirais, elle est bien parce qu'elle me coupe chaque fois. La troisième raison, c'est aussi, moi, j'aimerais que l'open data, ça fasse entrer l'État dans les data-driven strategies. C'est-à-dire, celui qui utilise le moins les données, finalement, c'est l'État lui-même. C'est-à-dire, quand on conçoit une politique publique, on le fait pas sur la donnée. Et quand on l'évalue, c'est pas sur la donnée. Et quand on la pilote, c'est pas sur la donnée. Et quand on fait des plans d'économie, c'est Bercy qui les fait, c'est pas fait sur la donnée. C'est-à-dire, on cherche pas les gaspillages, on cherche les gens faibles qui vont accepter qu'on leur prenne 1 milliard. Donc, c'est pas forcément les moins utiles, les plus faibles. C'est embêtant. Les résistances, il y en a plein, mais on se bat, justement, on évangélise, on convainc, on met en relation les administrations pour qu'ils voient des vrais utilisateurs. Il y a celle que vous imaginez, l'information c'est le pouvoir, etc. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la grande peur que les gens fassent des bêtises avec les données. Donc tous les statisticiens, par exemple, ils savent bien, eux, à quel point il est facile de faire des interpolations un peu abusives, etc. Alors ils se disent, mais si moi j'ai fait 10 ans d'études pour apprendre à pas faire de conneries, et si je mets en place publique de la donnée brute, les gens vont faire des conneries. Et donc il faut leur dire, c'est pas grave, enfin, oui, la liberté, il y a des risques, mais au total, on y gagne quand même, quoi. Il y a aussi des gens qui avaient des petites rentes de situation et qui avaient appris à financer de la donnée par la vente et qui ont du mal à abandonner leur rente. Et donc en même temps dans un contexte où il faut comprendre aussi, quand on vous dit votre budget, votre dotation elle va baisser de 10% par an et je vous demande de faire plus qu'avant et en plus les petits revenus que vous avez su vous produire je vous les coupe, les gens ils sursautent quoi, mais bon, au total l'intérêt général il gagne, donc on tient bon quand même. Il y a aussi les gens qui savent bien que leur système est faux. Alors là notre réponse c'est de leur dire mais tous les systèmes sont faux et ils sont d'autant plus faux que vous ne les exposez pas. Parce que finalement, le meilleur moyen d'enlever les erreurs, c'est d'exposer les données et d'écouter ce que les gens disent quand ils les découvrent. Donc, comme tous les systèmes sont faux, je peux vous dire, il y a toujours des erreurs dans un fichier, quoi, donc de données. Donc, c'est une grosse angoisse, mais il faut apprendre à surmonter. Est-ce que ça va comme réponse? Je n'ose pas vous couper. Une question peut-être de nos invités à Henri. Alors, qui n'est pas CTO de la France, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je peux terminer avec ça parce que donc d'abord la presse a annoncé. Alors, ce qui est officiel, le Conseil des ministres a décidé la création d'un Chief Data Officer, pas un CTO, un CDO. Et ça, c'est génial. Et bien sûr que c'est nous qui avons poussé dans ce sens-là. C'est-à-dire que, au fond, en France, on avait des systèmes d'information, des DSI, on avait des services statistiques, et puis on avait Etalab dans un coin qui disait ouvrez les données. Mais il y avait personne qui était chargé de regarder la qualité des informations détenues par l'administration, regarder si leur circulation était la plus fluide possible, régler moi j'ai le droit pour l'instant de me mêler des problèmes les citoyens qui veulent les données, mais pas entre deux bureaux. Donc par exemple, la ministre du Logement, elle n'a pas les prix de l'immobilier, parce que c'est secret fiscal.
C'est la DGFiP c'est Bercy. Et elle pilote les politiques de logement, mais elle ne sait qu'un an plus tard, quand elle achète les prix, la base statique des notaires à la fin de l'année, pour 300 000 euros, si les prix d'immobilier ont varié dans l'année ou pas, quoi. Donc ça, c'est triste. Et donc, il faut quelqu'un qui s'occupe de mettre en culture la donnée. J'ai pas le goût de l'over-standardisation, mais un petit peu quand même de compatibilité. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas vraiment de culture des data science. Donc ça, vous avez dû en parler toute la journée du hacker de données qui cherche à répondre à des questions bizarres, et notamment une fois encore les statistiques, c'est vachement bien. On utilise énormément les statistiques, mais les statistiques, elles décrivent le réel, elles font pas des outils de décision temps réel ultra rapides. Au fond, si on devait être très très court, si on doit faire un tweet, les data science, c'est des probas, c'est pas des stats. C'est pour mieux allouer une ressource, un effort, mieux faire passer les patrouilles de police, mieux fouiller, détecter, aller chercher la fraude dans des endroits où il y a plus de chances qu'il y ait des fraudes et tout. Les probas suffisent. Donc on n'a pas besoin de dire le vrai, on a besoin de dire le probable. Enfin, c'est une première différence. Et donc, il a été décidé en Conseil des ministres, sous l'impulsion du président de la République, c'est pas une blague, qu'il y aurait cette fonction chargée de faire en sorte qu'on ait les bonnes données, qu'elles circulent le mieux possible et qu'on s'en serve. Et donc il est probable que le directeur d'État Lab sera nommé administrateur général des données, c'est la version française, mais le décret circule, et notamment, si vous voulez tout savoir, et c'est important aussi, avoir un grand titre, c'est très facile. Avoir un décret qui dit, comme on dit avec le secret fiscal, le secret des affaires, le secret de la protection de la vie privée, le secret industriel, pour être sûr que cette personne, elle ait à la fois le droit d'en connaître, qu'elle puisse vraiment aller dire toc toc toc, ouvrez-moi, je veux voir ce qu'il y a, et en même temps qu'elle fasse pas de conneries, parce que c'est des secrets importants. Certains, c'est des traités internationaux, etc. Il y a une mécanique administrative pour relire les décrets. Donc on en est là, on est dans la mécanique. D'accord, ça c'est rectifié. J'ai une question un peu toute bête. Est-ce que l'affaire de la NSA Snowden a un petit peu participé aux résistances actuelles aujourd'hui? Ça c'est une bonne question, elle est pas bête. Merci. Je pense que dans les gens qui sont loin du dossier, oui. C'est-à-dire aujourd'hui, l'ombre portée de la question de la donnée, c'est le mélange en plus. Le business model de l'économie numérique, c'est votre vie privée via les données, et Snowden fait qu'aujourd'hui il y a une sorte de crispation sur la question des données. Donc moi je ne cesse de répéter, attention, il y a plusieurs questions qui ont rien à voir du tout, et séparons-les. L'affaire Prism, Snowden c'est le donneur d'alerte, bientôt on va croire que c'est lui le méchant. D'ailleurs la France lui refuse l'asile politique avec Constance, persuadée que c'est lui le méchant. C'est la suite d'échelon qui avait déjà été... Oui, vous dites affaire Snowden, après on lui refuse l'asile politique. Ah non, c'est Prism, effectivement. L'affaire Prism, c'est des écoutes illicites. C'est très clair, on devrait sanctionner les coupables, sauf qu'ils sont aux États-Unis. Puis en plus, il y avait un truc, vous savez, la loi américaine interdit d'espionner les Américains, la loi anglaise interdit d'espionner les Anglais, donc ils se sont échangés leurs espionnages pour contourner la loi. Ensuite, il y a un deuxième sujet un peu différent, c'est savoir qu'il y a à votre insu, dans les grands systèmes, on dit qu'American Express, c'est prédire un divorce 2 ans à l'avance, etc. Mais là, c'est des données licites que vous aviez mises en ligne, en tout cas concédées, mais simplement, ils ont un savoir tellement grand avec les big data qu'à votre insu, donc c'est une question différente. Troisième question, c'est tout ce qu'on a laissé traîner de sa propre vie privée, consciemment, mais sans se rendre compte de la portée du truc. Donc ça, c'est autre chose encore. Et là, et puis il y a une quatrième question qui est parce qu'après, moi, on vient me dire oui, mais vous nourrissez la NSA quand vous mettez les plans de cadastre en ligne. Et donc je dis que ça n'a rien à voir. Après, il y a une dernière question qui est le bien commun informationnel de données dont la société a besoin, peut-être même pour faire société, peut-être pour être une cohésion, etc. Et qui a absolument rien à voir avec les écoutes illicites du début, mais oui, pour répondre directement à la question, l'ombre portée de tout ça est quand même une espèce d'idée, les données c'est dangereux, quoi. Oui, une méfiance, d'accord. Une question du panel et puis on va passer à quelques petites questions avant de conclure sur cette conférence. Qui a envie de poser une question à Henri? On parle beaucoup de benchmark quand on parle de politique publique. Est-ce qu'il y a en Europe un exemple d'open data qui serait à suivre, une réussite particulière, quelque chose qui pourrait servir d'étendard un peu emblématique à la voie à suivre, ouais, nos voisins? Ouais, quand même. Bon, d'abord, c'est un tout petit peu compliqué aussi, parce que, par exemple, nous, on partage 13 000 fichiers. Alors, ça va de la population carcérale, les aides à la presse, la réserve parlementaire, les aides de la politique agricole commune, enfin, 13 000, j'arrête l'énumération. Les Anglais, c'est je sais pas combien, je sais pas si c'est 5 000 ou 42 000, mais...
Et toutes les comparaisons qui existent, c'est des gens qui ont fait des approches méthodiques en comparant 10 données ou 20. Donc c'est des carottages. Donc suivant les classements, on est 15e ou 3e. Et donc on peut pas raisonner comme ça. Ensuite, en termes de... Enfin, quand on se promène aujourd'hui... Non, quand même un peu au-dessus de tout le monde, il y a les Anglais. Bien plus que la Maison Blanche, hein, les Anglais. Parce que il y a pour un certain nombre de raisons, mais en gros, c'est aussi de l'architecture administrative. Le Cabinet Office, c'est un ministre chargé de la réforme de l'État, qui est une administration exceptionnelle de qualité de près de 1000 personnes, qui s'occupe de la stratégie digitale du gouvernement britannique, qui s'occupe de la data, qui s'occupe du design des politiques publiques par les données. Tout ça dans une espèce de centre de recherche. Et donc, ils sont vraiment forts. On en apprend quand on les rencontre. Et à ma grande surprise, à la Maison Blanche, ils sont super, hein, bien sûr, le State CTO pour le coup, etc. Mais on se parle d'égal à égal. Enfin, notamment, on s'échange des conseils de dev sur le noyau SICAN qu'on a utilisé pour faire le portail. Et ils écoutent nos techos et vice versa. Enfin, après, il y a juste, et j'en finirai avec ça, il peut y avoir des sensibilités, c'est-à-dire, il y a des pays plus démocratiques. J'ai dit, hein, démocratie, innovation, efficacité de l'action publique. Par exemple, dans le nord de l'Europe, la tradition de rendre des comptes à la société civile, en Suède, depuis 1777, il y a le budget de l'État au florin près et toutes les dépenses personnelles de tous les ministres depuis 1777. Donc là, ils ont une petite avance. En Allemagne, la démocratie participative, etc., c'est quelque chose d'assez entré dans les mœurs, c'est plus travaillé même qu'en Angleterre, etc., etc. Enfin, donc, sujet par sujet, ensuite on investit la question de la donnée avec sa propre sensibilité. Mais la France est sûrement dans les 4-5 pays tout à fait leader dans ce mouvement. On a découvert récemment, parce que comme on disait jamais Open Gov, Open Data, on croyait qu'on était ringard, et puis après, moi, comme vous sûrement, j'ai entendu 1000 fois les Anglais, ils ont fait un Freedom of Transparency Act, enfin un Freedom of Information Act dans les années 70, les Américains aussi, mais nous aussi en fait. Nous, ça s'appelle la loi CADA, la loi sur l'accès aux documents administratifs. Alors, on le disait jamais, parce que ça avait l'air ringard. Mais c'est juste à peu près la même loi, quoi. Donc, et à peu près au même moment. Ok. Faut que ça se vende. Juste, on précise qu'Etalab a lancé une plateforme destinée au grand public, pour le coup, qui s'appelle data.gouv.fr. En 2 mots, à quoi sert cette plateforme ? C'était le portail sur lequel, l'URL, c'était le portail sur lequel on diffusait les données publiques qu'on partage. Donc, retenez-le quand même, parce que pour vos prochains projets, c'est là qu'il y a les 13 000 fichiers, et il y a plein de ressources totalement libres, gratuites, en format ouvert, avec tout droit de réutilisation. Donc, c'est utile. Et nous, on a considéré que ça suffisait pas d'avoir une interface où on diffuse des données, et qu'il fallait faire le lieu où naissait une communauté de producteurs et d'utilisateurs de données. Et donc on a décidé en particulier que tout le monde, et vous tous, pouvez contribuer à améliorer les données, et ça marche. Les gens nous prennent les fichiers, les réenrichissent ou les remettent à des formats plus intéressants, où les gens posent leurs propres données, et on a des communautés comme OpenStreetMap et autres qui viennent nous mettre des données fascinantes et poser des réutilisations. Et donc, quand dans vos projets d'études, vous ferez des data viz ou des petits moteurs ou des algos, vous pouvez venir le coller à côté du fichier de données. Ce qui fait que, à la fois, c'est un lieu comme ça qui permet que vous rencontriez l'administration qui a fabriqué la donnée, et elle vous rencontre. Et puis, pour les utilisateurs lambda, c'est génial quand on trouve un fichier de voir aussi une douzaine d'interprétations, de points de vue, de critiques, de contests, de débats autour du fichier. Allez, une question ou deux de la salle. Qui a envie de poser une question ? On va faire tourner le micro. Donc bonjour. J'ai retenu 2 choses lors du début de la conférence. C'est que vous disiez finalement peu importe la taille des data pour analyser, mais aussi fallait faire la différence entre big data et analyse prédictive. Du coup, ma question elle est sur la différence entre big data et analyse prédictive. Est-ce que le big data fait partie de l'analyse prédictive, ou où est la nuance en fait entre les deux exactement ? Je crois que c'est moi qui avais fait j'avais repris sur la distinction. Je sais pas si on entend avec ce micro. Ouais, ok. Donc, le big data, c'est le contexte dans lequel on fait les choses, c'est l'environnement. Donc, ça suppose qu'il y a pas mal de données. L'analyse prédictive, c'est des méthodologies mathématiques et une démarche pour chercher à prédire des choses. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'était que le
le contexte était une chose, mais le plus important c'était ce qu'on faisait avec, et c'est souvent dans l'analyse prédictive qu'on crée de la valeur. Pas exclusivement, mais c'est l'un des grands contextes de valorisation des big data. En complément de ce que tu viens de dire, et je suis assez d'accord avec ça, il y a le fait qu'un certain nombre d'algorithmes, pas tous, gagnent en précision, ont un biais plus faible du fait que de disposer de plus de données en entrée. Donc dans ce contexte, le big data trouve un intérêt dans le cadre de l'analyse prédictive, mais c'est pas systématique non plus. Donc il faut bien distinguer les deux. Je donnais l'exemple en préambule de Ned Silver, dont on parle des prédictions en disant il utilise en fait une plateforme big data et beaucoup de données. En fait, non, ça tient sur une disquette. Il n'y a pas besoin de plus de données que ça pour faire les prédictions qu'il a pu faire. Allez, une dernière question rapidement. Qui a envie de poser une question? Oui. J'ai une question rapide. Christophe Roel, cabinet Digital Jobs. On a beaucoup aujourd'hui d'articles notamment sur ce qui est le data scientist. Je voulais savoir si vous avez justement une remontée un peu de terrain, si vous avez en 2-3 mots qu'est-ce qu'un data scientist. On a bien compris que c'était pas un prophète, qu'il n'était pas le seul justement dans les équipes data. Voilà, si vous avez 2-3 mots qui pourraient qualifier ce qu'est un data scientist. Alors on dit beaucoup de choses des data scientists, on en a discuté un petit peu déjà, et c'est vrai que le trio de compétences dont on parle, c'est-à-dire produit, développement et côté mathématique, c'est un petit peu la meilleure définition que en tout cas moi pour ma part j'ai pu trouver. Après c'est vrai qu'on cherche, je pense qu'un bon data scientist c'est surtout de l'intuition en fait, c'est de dire on a des data, je suis capable avec différentes méthodologies d'en faire quelque chose. J'ai des intuitions métiers par rapport à quelle va être l'utilité et quelle va être l'interprétation possible. Ensuite, je teste et j'itère rapidement. Et donc, je pense que c'est plus quelqu'un qui est capable d'apprendre rapidement un set de méthodologies par rapport à un problème donné, qui va avoir une bonne intuition, plutôt que de mettre des compétences et des capacités en fait très très techniques derrière. Je crois qu'on a un bon exemple tous les deux, puisque c'est un client commun de ce qu'est un bon data scientist. C'est Mathieu Cornec, qui change de fonction actuellement, mais qui est chez Cdiscount, et qui est un polytechnicien, qui est un mathématicien, mais qui est quelqu'un qui a toujours été immergé dans les problématiques métiers. Et finalement quelqu'un qui est capable à la fois d'avoir une culture statistique, une culture informatique et une culture métier, c'est clairement quelqu'un qui est particulièrement qualifié pour ce genre de poste. Et on en a rencontré d'autres qui étaient soit trop techniques, soit trop marketing, et je trouvais que ce garçon qu'on connaît tous les deux fait vraiment la synthèse de ce qu'est un bon data scientist, même s'il est appelé à d'autres fonctions aujourd'hui chez Cdiscount. Et donc c'est quelqu'un de plutôt curieux, qui a une âme de hacker un peu, et qui est capable d'apprendre rapidement et qui a tout le temps envie d'apprendre quelque part. Donc la curiosité est clé dans ce métier, je crois. Et on n'est pas sûr que ça existe vraiment. C'est-à-dire qu'on en rencontre assez rarement des vrais. Donc on met, c'est vrai, il faut être honnête, plusieurs métiers différents sous cette appellation, avec un spectre qui va depuis des gens qui sont spécialistes en machine learning. Dans ma boîte, j'ai un matheux russe niveau recherche, quoi, qui fait des algos de machine learning. Il est data scientist en un certain sens. Et puis j'ai d'autres data scientists qui vont se préoccuper de problématiques plus spécifiques, de besoins de tel client, de compréhension du contexte data, etc. Ça reste hétérogène, c'est dans ces nouveaux métiers où on n'a pas beaucoup de noms. Data scientist, ça fait pas mal, ça fait cool, ça fait scientifique et tout. Donc c'est plutôt attirant pour les gens, c'est un beau métier, mais on sait pas bien ce que ça veut dire. Ouais. D'ailleurs, au passage, on demande aux entreprises aujourd'hui, les 2/3 des entreprises nous expliquent qu'elles manquent de data scientists, alors que c'est un terme qui était très peu déployé et très peu connu il y a encore 18 mois. Donc elles manquent d'un profil qu'elles ne connaissaient pas il y a 18 mois. Enfin, moi j'en cherche, si vous en êtes un, vous pouvez m'appeler. Et je sais ce que je cherche. On veut un gars qui soit bon en stats, quoi, parce qu'il y a quand même des conneries à pas faire et à pas dire. Et oui, souvent le bon geek, hacker, un peu codeur et tout, bien sûr. Ou une fille, encore mieux. J'ai recruté 2/3 de filles depuis que je suis là. Donc voilà, il faut être quand même un peu costaud en stats ou en proba ou en maths, mais c'est pas forcément des maths incroyables, hein, c'est disons en stats, quoi. Et puis il faut que ce soit un vrai codeur qui s'amuse à clusteriser des machines un peu, à émuler des machines virtuelles, qui ait le goût de ça, parce que en gros, comme il y a une puissance incroyable d'outils qui ne cesse de se renouveler, et il en arrive des nouveaux toutes les semaines, il faut qu'il ait envie d'aller voir ça. Et donc, en général, avec ce goût de coder, vient un peu une culture de hacker qui donc va spontanément l'amener à se dire
Est-ce que cette donnée-là, elle me raconte pas autre chose? Est-ce qu'elle résout pas un autre problème, etc. Et enfin, et je termine, il faut aussi quelqu'un qui aime régler des problèmes, construire des points de vue. C'est-à-dire celui qui a envie de me construire une espèce de théorie générale de l'évolution de l'humanité depuis le début, ça m'intéresse pas. Et en fait, parfois, les matheux et les geeks, il leur manque cette toute dernière dimension de un point de vue sur un problème, avoir envie de le régler, avoir envie de comprendre pourquoi les gens font comme ça et est-ce qu'ils pourraient pas faire autrement. Donc s'il y a des gens comme ça, vous pouvez tous m'appeler. Et accessoirement, l'ENSAE, l'École nationale de la statistique et de l'économie appliquée à l'administration, a ouvert un 3e cycle dédié uniquement à la data science. Et ça, c'est seulement depuis septembre dernier. C'est dire à quel point, effectivement, il y a urgence à traiter ces nouveaux métiers qui sont d'ailleurs en pleine mutation aussi. Parce que ce que vous avez évoqué là sur les compétences du data scientist, enfin, au travers des interviews qu'on a pu faire de data scientists, notamment des filles, c'est de s'adapter à leur environnement, c'est-à-dire d'aller comme une jeune fille aujourd'hui qui travaille au kiosque, a commencé chez Deezer où ils étaient 6 et ils ont fini à 200. Donc il faut évidemment aussi s'adapter à la culture de l'entreprise et de la start-up dans laquelle que l'on rejoint. L'ENSAE a ouvert un cursus technique, l'ENSAI, absolument. etc. Donc à peu près tout le monde est commencer son parcours. Voilà, il y a une chaire Big Data aussi qui est en cours, absolument. Donc ça ne cesse de bouger. Chose promise, chose due, on va devoir s'arrêter maintenant. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir tout le monde. Merci à vous. Et encore merci à 42 de nous avoir accueillis. À la prochaine. Merci beaucoup.